Quand je suis en interview, je me mets à parler comme ça. Tout le temps, je parle comme ça. J'ai envie que les gens ils m'aiment bien. Donc je fais tout pour que les gens ils m'aiment bien. Donc tout ce que je montre de moi, c'est des trucs parfaits. Sauf que en fait, c'est pas la vraie vie. Cette semaine sur InPower, j'ai l'honneur d'accueillir Louane. Je juge pas les gens. Je suis qui ? Incontestablement l'une des plus grandes artistes de sa génération, Louane est à la fois chanteuse et actrice, tenant notamment le premier rôle dans le film La Famille Bélier et venant tout juste de sortir son 4e album, Sentiment. Mon premier single qui est sorti, il a pas marché. C'était jour 1. Mais derrière ce conte de fées apparent, Louane traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa vie, le décès de ses parents, la perte de repères, la dépression. Je sais que la tristesse dans la vie, ça m'a vraiment fait grandir en fait. En parallèle, Louane doit aussi faire face au harcèlement scolaire et aux troubles alimentaires, ne sachant comment faire face à cette colère et à cette haine. Ça allait me sauver du fait que j'avais pas de potes, que j'étais toute seule et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments. Louane nous partage dans cet épisode comment elle a réellement vécu son succès ces dernières années, ce qui l'a aidé à se reconstruire et surtout, ce qui l'aide aujourd'hui à s'épanouir. Bien sûr que j'ai pété les plombs. Il y a forcément un moment où tu dis « Wow, je suis qui en fait ?» Si vous appréciez écouter ce podcast, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Louane. Salut Louane! Salut! Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir. Ça fait longtemps en plus que j'essaie d'organiser ça, donc je suis d'autant plus heureuse de te recevoir. Écoute, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Salut, je m'appelle Louane, j'ai 26 ans, je suis chanteuse et actrice, un peu, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, c'est trop cool, et un mec trop cool. C'est pas mal, c'est bien résumé. Est-ce que tu te voyais comme ça quand t'étais enfant ? Chanteuse de ouf. Ouais, chanteuse, mère épanouie. Chanteuse de ouf, actrice, je sais pas trop. Je crois que j'ai toujours voulu avoir des enfants, sauf à une période un peu chiante de ma vie où je me posais des questions, mais ça a été assez court. Où je disais, j'aurai jamais d'enfant. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Franchement, ça a été hyper court dans ma vie. C'était plutôt quelque chose qui était dû à la colère de la part de mes parents, en fait. Et tu t'es dit, je veux jamais que mes enfants ressentent ce que je ressens là ? Ouais, j'avais peur de mourir, clairement. Et puis, non, j'avoue, j'imaginais pas du tout... Enfin, j'espérais ma vie comme ça, je l'imaginais pas trop comme ça. Et je suis hyper contente parce que, au final, aujourd'hui, j'ai complètement la vie dont la mini-moi de 8 ans rêvait. Donc, c'est hyper cool. Je suis hyper reconnaissante et fière d'en être là dans ma vie, quoi. Ouais. Et pourtant, j'entendais... Alors, je sais plus parce que j'ai regardé pas mal d'extraits. Je sais plus si c'était dans une lettre que t'écris à toi-même ou si c'était dans une chanson, mais que tu disais qu'en gros, à 19 ans, t'avais tout pour être heureuse, tout ce dont t'avais toujours rêvé, et que pourtant, tu n'arrivais pas à l'être. Parce que c'était hyper extérieur, en fait. Dans le sens où, d'un point de vue extérieur, dans les yeux des gens, j'avais vraiment tout pour être heureuse. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de succès, j'avais beaucoup de... Je sais pas comment expliquer, mais genre, tout ce que j'avais envie de faire, ça marchait plutôt bien. Donc, ça avait l'air hyper cool. Mais dans le fond, ma santé mentale faisait que, clairement, c'était un peu chaotique. Hein. Ouais. C'était un peu chaotique. Et du coup, ouais, c'est clair qu'à 19 ans, c'était un moment de ma vie où j'étais pas hyper bien dans ma peau, dans ma tête, surtout dans ma tête, plus que dans ma peau même. Et du coup, ouais, c'était hyper paradoxal parce que j'avais l'impression que à la fois, je pouvais pas me plaindre parce que tout ce que j'avais, c'était exceptionnel. Et à la fois, je le vivais pas hyper bien. C'est pas tout ce que j'avais que je vivais pas bien, c'est juste que moi, d'un point de vue personnel, complètement hors de ce que j'étais en train de vivre, du succès que j'avais, du travail que je faisais, moi, en tant qu'humain, genre juste personne, j'allais pas bien, quoi. Mais ça, je le partageais dans ma dernière vidéo YouTube. Je crois que c'est le premier enseignement que je partage, genre de mon bilan 2022. Et si on n'a pas la santé mentale, on n'a rien. On n'a rien, tu vois. C'est-à-dire, tu peux avoir toutes les reconnaissances du monde, tout le succès du monde. Si dans ta tête, ça va pas, mais ça y a rien. Voilà, il y a rien. Non. Et je pense qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas vécu un épisode vraiment difficile de santé mentale. Toi, je crois que c'est depuis assez jeune, en fait, que tu ressens, en tout cas, ce décalage. Je crois que tu as été diagnostiquée du TDAH à 8 ans. Ouais. À 8 ans. C'est cool parce que moi, j'ai été diagnostiquée tôt. Ça arrive pas à tout le monde. Mais donc, ouais, j'ai fait
pas mal d'allers-retours dans différents cabinets et de psychiatrie et de psychologie. Hein. Et bah écoute, figure-toi que j'ai commencé une nouvelle psychothérapie ce matin. C'est vrai. Avec une nouvelle personne parce que j'ai eu le besoin de changer. Ouais. Et ça s'est hyper bien passé, donc je touche du bois pour que ce soit la bonne personne. Ouais, parce que ça, c'est vrai que ça peut traumatiser. Je sais pas si du coup ça s'est bien passé quand t'étais enfant, mais si on ne trouve pas forcément les personnes qui nous comprennent, ça s'est même passé toi ? Bah non. Autant, alors souvent quand t'es TDAH, t'as en parallèle de tes sessions de psy l'orthophonie. Et en fait, mon orthophoniste... genre, je me rappelle de son nom et tout, je l'ai trouvé exceptionnel, mais les séances de psy, c'était vraiment pas mon truc, du tout. Ce qui a fait que plus tard, quand j'en ai eu besoin, j'ai pas du tout eu envie. Dans le sens où, forcément, quand j'ai vécu le décès de mes parents, il a fallu que j'aille voir un psy, et puis, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas parce que j'étais trop angoissée de ce que j'avais connu petite et que j'avais pas du tout envie de revivre ça. Et à chaque fois, on me poussait à y aller, donc j'y suis beaucoup allée. Mais sans du tout vouloir, donc quand t'as pas envie, ça marche pas. Donc j'ai vu beaucoup de psys différents adultes, jusqu'à ce que j'en trouve une vachement bien. Et puis je suis arrivée à un moment où j'ai eu la sensation qu'elle pouvait plus m'aider. Et donc j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et là, je viens de commencer une nouvelle thérapie ce matin. Donc, et franchement, le premier rendez-vous s'est hyper bien passé. Donc je suis hyper... pas enthousiaste, mais optimiste. Et comment tu trouves une bonne psy ? Comment t'as changé de démarche ? Tu vois, quand tu t'es dit, ok, j'ai besoin de voir quelqu'un d'autre, tu demandes... Autour de toi, t'essayes, tu cherches. Ça marche pas trop le truc de Google, quoi. Bah alors, moi, mon ancienne psy, je l'ai trouvée sur Google. Hein. D'accord. Enfin, alors, je l'ai pas trouvée sur Google. Genre, en gros, j'ai eu le besoin d'aller voir un psychiatre. On a beaucoup discuté. Ce psychiatre que j'ai trouvé sur Google, qui était un spécialiste justement du TDAH, qui m'a référé à cette psy-là. Donc techniquement, c'est Google plus lui. Mais ouais. Et là, aujourd'hui, non, là, franchement, c'est du bouche à oreille. C'est une copine, une copine actrice à moi qui m'a donné le contact. Et c'est pas sa psy, elle, parce que du coup, petite info comme ça, c'est pas ouf d'aller voir la psy de quelqu'un qu'on connaît. Oui, c'est mieux, même ne serait-ce que pour se livrer de manière vraiment sincère. Et est-ce que pour les personnes peut-être qui ne savent pas ce qu'est le TDAH, tu peux décrire un peu ce que c'est et d'ailleurs, je pense que c'est un trouble réversible, non ? Parce que complètement. Comme la plupart des troubles, en fait, c'est pas un diagnostic à vie. Non, ça peut complètement, en fonction des gens, se calmer à l'âge adulte. Qu'est-ce que c'est le TDAH ? C'est hyper difficile d'en faire une définition en le vulgarisant, surtout que moi j'apprends à vivre correctement avec aujourd'hui, mais je l'ai un peu vécu comme une insulte quand j'étais beaucoup plus jeune, donc c'est un peu difficile. En gros, c'est quoi TDAH ? Comment t'expliques ce que c'est être TDAH ? C'est quelqu'un qui a des troubles de l'attention, donc qui va avoir une concentration assez réduite, qui va avoir du mal à... ça va être à se concentrer sur quelque chose, ça va être à rester dans une discussion, c'est beaucoup dans sa tête, et à la fois avec ou sans hyperactivité. Il se trouve que moi, c'est avec... c'est quelqu'un qui est plein de vie, aux yeux des gens trop plein de vie, qui a en vrai un super pouvoir. C'est juste que c'est pas vu comme ça. Mais à mes yeux, c'est un super pouvoir parce que grâce à cette hyperactivité-là, moi, j'avoue que je fais plein de choses dans la vie. Dont, par exemple, être capable de suivre une conversation que je suis pas vraiment. Genre, c'est pas là, j'espère. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Mais tu vois, par exemple, ça m'arrive vachement de... Alors, il y a deux choses que je fais. Je regarde pas beaucoup les gens. Et alors, si je regarde pas beaucoup les gens, en général, c'est bon signe, c'est que je suis bien dans la conversation. Si je regarde beaucoup la personne, c'est que je suis ailleurs dans ma tête, mais j'ai développé au fil des années ce skills d'être capable d'enregistrer quand même ce que la personne me dit. Et ça, c'est genre mon meilleur... C'est vraiment mon meilleur skill, et c'est génial parce que les gens autour de moi, ils sont persuadés que je les écoute pas, parce que ça se voit quand même sur moi. Hein. J'ai beau regarder la personne, t'as l'impression de parler à du vide, clairement, mais j'arrive quand même à enregistrer. Et par exemple, j'avoue, mon mec, il est là, genre, t'as pas entendu ce que je t'ai dit, tu m'as pas écouté, et genre, je suis capable de ressortir mot pour mot ce qu'il a dit. Et ça, c'est... La plus belle des victoires. Franchement, c'est un peu un skill perso que j'aime bien. Mais donc c'est vrai qu'à 8 ans, j'imagine que ça doit être difficile. En fait, la différence
est toujours difficile à vivre dans notre société, encore plus quand on est enfant, quand on aspire tellement à être intégré et à rentrer dans le moule. Comment est-ce que... C'est un trigger. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie. Tu ne rentres pas dans le moule ? Ah, alors non, c'est ça le pire. C'est pas tu ne rentres pas dans le moule, c'est elle rentre pas dans le moule. Genre devant moi, à mes parents, mais pas à moi, genre. Comme si j'étais pas là, tu vois. Ça, c'est une phrase qui, aujourd'hui, fait partie de mes plus grandes forces de façon évidente, mais genre à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, et pendant toute ma scolarité, j'ai entendu des gens dire à mes parents devant moi, comme si j'étais pas là, elle rentre pas dans le moule. Alors j'ai une information pour tous les profs qui sont pas capables de remarquer la présence de l'enfant. Ça marque, en fait. Ça marque. Voilà. Donc si jamais un jour il y a un enfant qui est là, peut-être faites-le sortir si vous avez besoin de dire ça à ses parents, ou alors lui expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Parce que moi j'ai juste eu l'impression d'être une meuf qui avait pas le droit d'appartenir au reste du monde. Donc petite, c'est hyper violent comme situation. C'est hyper violent, c'est sûr. Et puis, en fait, je sais pas comment eux-mêmes ne peuvent pas se rendre compte de l'absurdité de cette phrase. Elle ne rentre pas dans le moule. Qui a fabriqué ce moule ? Est-ce que je peux avoir le nom du fabricant ? Vraiment pourquoi est-ce qu'on donnez-moi le moule, j'essaie de rentrer dedans. Ouais, franchement. C'est ça. Passez-le-moi, je vais glisser. Nous, c'est pas une contre-volonté de notre part, mais c'est juste qu'en fait, on a été fait dans un moule différent. Et c'est difficile plutôt que de... Peut-être, mais en fait, je pense que c'est aussi le système éducatif qui fait comme ça. Tu vois, déjà, le fait d'être 30 par classe, en fait, forcément, on n'est pas 30 à avoir la même capacité d'attention, la même, tu vois, la même capacité d'apprentissage, la même... Et donc, ça, je sais pas comment on pourrait faire, parce que c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque où, au XVIIIe siècle, certains pouvaient se payer un précepteur, où, en fait, oui, trop bien, t'as un prof particulier toute ta life, qui s'adapte à ta façon d'apprendre. Et à toi. Oui, bien sûr. Mais non, là, le but, c'est qu'on réussisse à partager un maximum d'informations au maximum de gens. Et force est de constater que ça marche pas pour tout le monde, quoi. Non, et puis clairement, ça va pas marcher pour moi. Parce que en vrai, j'ai pas la sensation d'être complètement bête, et pourtant j'ai été en échec scolaire toute ma vie. Et pas parce que j'étais pas capable d'apprendre, parce que j'étais pas capable d'apprendre de la façon dont on m'apprenait. C'est un peu compliqué, hein, parce que dès qu'on m'expliquait de façon différente et qu'on avait un focus sur moi, bon, c'est un peu égocentrique, mais en même temps, c'est le cas, donc c'est comme ça. J'apprenais vachement mieux. Et par exemple, c'est con, mais là, en ce moment, je prends des cours de piano et j'ai été hyper claire avec mon prof. Je lui ai dit, mais en fait, si t'es pas sur mes côtes, je vais pas bosser. Parce que il y a ce truc dans l'hyperactivité aussi où ce qui va m'intéresser, ce que je vais avoir envie de faire de moi-même, ouais, tu peux être sûr que je vais tout savoir sur le sujet. Genre, je vais me buter à ce sujet et il y aura rien d'autre qui va compter. C'est presque obsessif, clairement. Mais quelque chose que je dois faire pour quelque chose et qui est pas quelque chose que j'ai genre vraiment à l'intérieur de façon viscérale envie de faire, va falloir être un peu sur mes côtes. Tu vois ? Donc c'est une façon de travailler différente. C'est pas simple. Et quand t'as 26 ans et que t'es adulte et que tu sais et que t'as les moyens et la possibilité de le faire, c'est cool. Mais quand t'as 8 ans et que tu le sais pas et que tu comprends pas, bah alors ça donne quoi ? Ça donne un enfant qui parle pendant les cours, et pas qui chuchote pas, hein, qui parle, qui se balance sur sa chaise, qui est incapable de rester en place, qui... Ouais, donc j'ai été beaucoup au coin. J'ai même été... Une fois, on m'a mis dans une armoire. Oh mon Dieu. Ouais, c'était un peu chaud. Ah, j'ai changé d'école. Ouais, c'est border tout ça. Ouais, c'était un peu chaud. Comment tu arrives à en faire une force ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu y arrives déjà ? Non, pas du tout. Tu subis vraiment tes années d'enfance ? Ah, et puis j'ai subi longtemps, genre... J'ai subi jusque au moins fin collège où j'ai décidé de me barrer, en fait. Au lycée, je suis allée en internat, j'étais en mode genre... I don't want this anymore. Ciao, bye. La première année au lycée, ça s'est bien passé parce que j'ai eu des potes, en fait, pour la première fois de ma vie, qui étaient en mode « Ok, t'es bizarre, mais c'est un bizarre qu'on aime bien, donc ça va. » Et après, ce qui se passe dans un lycée, c'est que vous êtes des milliers, donc forcément, c'est plus facile de se monter dans la masse, même quand t'es un peu... Comment dire différent, mais bon... Excentrique. Il l'est pas, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Bah si, en vrai, qu'il l'est. Hein. Franchement, qu'il l'est. Je te jure, et même encore aujourd'hui, je le vois dans ma façon d'agir tous les jours, tu vois. D'accord.
Ah non, mais moi je voulais dire, pardon, qui ne l'est pas dans le sens où qui n'est pas différent en fait. Ah oui, qui ne l'est pas, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que la personne qui n'a pas de différence, quoi. Bah, mais c'est juste qu'on passe... Tu disais genre le modèle du moule, et on a chacun notre moule en fait. Ouais, c'est ça, on a chacun par définition été fait dans un moule différent, mais je pense qu'il y a juste certaines personnes qui arrivent à le cacher mieux que d'autres, et ce qui est dommage, tu vois, je pense, c'est que en fait on passe beaucoup de temps dans nos années d'enfance et d'adolescence à éteindre un peu notre flamme pour justement ne pas être remarqué, parce que mine de rien c'est pas vraiment ce dont on a envie, parce que souvent les personnes qui se font remarquer on les pointe du doigt, etc. Et en fait je pense qu'il y en a peu qui arrivent à non seulement ne jamais l'éteindre, mais même à après la revendiquer, tu vois. Moi j'ai pas eu le choix, hein. Ouais. C'est un peu le truc de l'hyperactivité, c'est que... Et aussi parce que mine de rien t'as été quand même aussi très tôt confronté à une passion, je pense, qui t'a nourri. Imagine t'avais pas découvert la musique aussitôt. Figure-toi que c'est pas une confrontation, c'est vraiment le truc qui m'a sauvée. Dans le sens où... donc c'est ma nounou qui m'a un peu introduite à la musique. Et j'ai compris que ça allait me sauver du fait que j'avais pas de potes, que j'étais toute seule et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments. Tu vois ? J'ai compris que la musique, ça me faisait du bien, que chanter, ça me faisait du bien, et que c'était le seul truc qui allait me soigner, en fait. Et au final, c'est la seule chose que j'ai jamais arrêtée. Ça, c'est un peu un truc de TDAH. T'essayes plein de trucs, t'adores tout, et t'abandonnes un peu tout. Mais il y a des passions que tu gardes, quoi. Bah, moi, c'est la musique. Ouais. Clairement, ça m'a cadré, en fait. Ouais. Dans ma vie entière, ça m'a cadré. Et donc, je crois que tu fais ton premier concours de chant à 8 ans. Yes. Comment ça se passe ? Comment tu vis le fait d'être exposé, le fait de pouvoir peut-être là briller, là où tu ne brillais pas à l'école, quoi. Comment... Bah écoute, c'était génial. Le coup de foudre. Ah, c'est instantané, et ensuite j'ai pleuré toute larme dans mon corps parce que je suis arrivée 5e. Ah ouais. Ouais, quand à 8 ans, t'es pas préparé à pas gagner. Ouais, tu la vois, monnaie en chocolat, tu t'en fous. Vraiment, exactement. Et pourtant, j'étais quand même coup de cœur du jury, tu vois. Genre, je suis pas première, pas deuxième, troisième. Non, je suis coup de cœur du jury. Ce qui m'a permis, sache-le vraiment, que ça m'a permis d'avoir un bisou de Christophe Maé dans les coulisses du Roi Soleil. Voilà, c'était ça mon prix de coup de cœur du jury. C'est mieux que rien, et c'était tu vois, exceptionnel. À mon âge, à 9 ans, du coup, parce que du coup, c'était l'année d'après, c'était exceptionnel. On s'en souvient de ça. Ouais. Voilà. Non, bah, c'était évident. Je suis montée sur scène, j'ai chanté, je suis ressortie et j'ai dit... Alors ça, je te le répète, je m'en rappelle pas, hein, c'est ma nounou qui me l'a dit. Je lui ai dit que j'avais eu très peur, mais que j'avais trop aimé. Et en fait, ça correspond complètement à ce que je ressens aujourd'hui quand je monte sur scène. J'ai très très peur juste avant, et ensuite c'est genre mon meilleur espace d'épanouissement. En fait, j'aime trop ça. C'est un peu égocentrique, mais j'aime trop ça. Bah, si on fait pas ce qu'on aime, je sais pas si la vie vaut vraiment le coup, tu vois. Je trouve ça bien clair. que tu et puis que tu réussisses à dépasser, parce que je pense que pas mal de gens ont peut-être du mal à dépasser cette peur initiale. Parce que en fait, surtout toi, si jamais t'as connu du harcèlement scolaire, etc., c'est se confronter au regard de l'autre. Ça doit toujours être quelque chose de difficile, j'imagine. Bah alors oui et non, dans le sens où si on fait un parallèle avec mon rapport au corps, oui, c'est sûr que c'est pas facile. En revanche, et ça va être un peu présomptueux de ma part, mais en même temps c'est un peu comme ça, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc c'est la chose en laquelle j'ai la meilleure confiance chez moi, tu vois ce que je veux dire. Et je dis pas ça pour dire ouais, je suis forte, c'est pas le cas, c'est juste que genre j'ai tellement travaillé toute ma vie pour en arriver là où j'en suis, et c'est vrai, hein, je sais pas, j'ai commencé les cours de chant à 8 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai pas fait une année de ma vie sans cours de chant, aujourd'hui y compris. Je prends encore des cours de chant aujourd'hui parce que c'est tout. T'as envie de continuer à donner la lumière J'apprends de toi-même. toujours, en fait. J'apprends toujours. Et je suis pas sûre que je t'arrête d'apprendre à un moment. Donc je pense que je prendrai des cours de chant toute ma vie. Ou du moins à chaque fois que je travaillerai, tu vois. Mais si je devais faire la palette de tout ce que je sais faire, ce que je sais faire le mieux, c'est chanter. Voilà. Et donc, mieux que écrire des chansons, mieux que jouer la comédie, mieux que... tout en fait, mieux que tout. Le truc que je sais faire le mieux,
c'est chanter. Et c'est aussi ce qui te donne le plus de plaisir. Ah, c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais, ça, c'est génial de pouvoir aligner, tu vois, ce que tu sais faire de mieux et ce que t'aimes. C'est un peu l'ikigai en japonais. Je crois que c'est une espèce de rosace où sont croisés ce qu'on aime le plus faire, ce dans quoi les personnes qui nous entourent disent qu'on est bon, ce qu'on pourrait faire même si on n'était pas payé pour le faire. Et il y en a un dernier, je sais plus ce que chanter, c'est. ça rentre dans les trois pour moi. Et ça, l'ikigai, c'est un peu ce pourquoi tu es fait, quoi. Bah donc je pense que je suis faite pour chanter. Ouais, ça, j'espère. Du coup, finalement, après ce que tu dis, ouais. Il semblerait que je sois faite pour ça. Tant mieux. Vraiment, je touche du bois pour que ça continue parce que c'est vraiment ce que je préfère faire au monde. Voilà. Et du coup, c'est avec The Voice vraiment que tu te dis, ok, là, je pense que je peux y consacrer ma vie. Après The Voice, pas avec The Voice. Ok. The Voice, je suis une gamine de 16 ans, donc je me dis, ok, je vais faire de la télé, c'est trop bien. Et ensuite, à la suite de ça, on me dit que mon contrat, il est on hold, tu vois. Et ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se décider de s'ils ont envie de me signer ou pas. Là, il y a la famille Bélier, et du coup, ils me signent. Il y a la famille Bélier. Ah d'accord, ok. Et du coup, ils me signent. Ok. Et là, quand ils me signent, je comprends que ça veut dire que je vais faire un album. Ouais. Et à ce moment-là, je suis là genre, ok, c'est ça ma vie. Je ferai jamais autre chose. Pour l'instant, j'ai jamais fait autre chose. Je croise les doigts pour que ça continue parce que j'aime vraiment très très fort ça. Enfin, si je fais autre chose, j'aimerais que ce soit en addition à la musique, tu vois. Sans jamais mettre de côté la musique. Je peux pas. Et t'étais en demi-finale de The Voice, c'est ça ? C'est ça. Et comment... Alors, c'est quelque chose que je demande toujours, tu vois. Je sais pas qui était le gagnant ou la gagnante de ton année. Il s'appelle Johan Frégé. Ok. Donc... Je sais pas s'il a ensuite il s'est fait un nom, etc. Mais je me demande toujours qu'est-ce qui fait que certaines qui ne sont pas forcément les gagnants vont réussir à s'imposer comme tu l'as fait par la suite, tu vois. Et bah je sais pas te répondre. Franchement, je sais pas te répondre parce que je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange des gens qui vont te pousser. Faut que tu tombes sur les bonnes personnes de façon évidente. Faut toucher les gens aussi. Franchement, je sais pas quoi te dire. Parce que toi, c'est vrai que ça a été dès le début. Tu vois, c'est pas, y a pas eu du mal à démarrer. C'est dès le début, t'as été un vrai coup de cœur pour le public français. Si on parle en termes d'albums et de singles, etc., mon premier single qui est sorti, il a pas marché. C'était jour 1. Et il a pas marché. Donc on a sorti Avenir derrière, qui a vachement pris. Et puis nous, on croyait vachement à jour 1, donc on l'a ressorti. Et là, il a marché. Mais au début, c'était pas... Et comment tu l'expliques ça ? C'était pas ouf. Avec le recul, t'arrives à comprendre pourquoi ? C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour cette chanson-là. En fait, je pense qu'il y a des moments dans la vie, des fois... en vrai, c'est facile de dire « Ouais, cette chanson-là, elle marche, cette chanson-là, elle marche pas. » C'est aussi vachement le mood des gens, ce qui se passe à ce moment-là dans le monde. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, toi, ouais. C'est fort en tout cas de l'avoir ressorti en se disant non mais en fait on sait que ça peut marcher quoi. C'était pas mon idée perso. Je t'avoue qu'à ce moment-là j'ai 17 ans. Ouais, donc en termes de marketing je suis pas encore hyper aiguisée. Mais mon management à ce moment-là qui était hyper pour le coup aisé dans le marketing et dans tout ce qui était le monde de la musique, ils m'ont dit ok on va ressortir jour 1. Et d'ailleurs, en vrai, moi, j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Comment ça, on va ressortir ? Ouais, pour toi, il était déjà sorti. Ouais, et ils m'ont dit, bah, c'est juste que là, maintenant, en promo, on va se fixer sur jour 1. Sauf que je l'avais déjà fait. Et du coup, franchement, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de contenu sur une chanson que j'ai sur jour 1. Pour de vrai, genre, c'est... Comme on l'a sorti 2 fois, il y a tellement eu de promos différentes sur ce titre que je pense que ça doit être mon titre avec le plus... Et puis en plus... Tu sais, c'est un titre que j'ai refait plusieurs fois derrière. Souvent, quand on me demande alors, en ce moment, moins, parce que comme je suis dans un album hyper piano-voix, quand on me demande de jouer ce qu'on appelle un gold, donc c'est-à-dire un titre de ma discographie qui a... En gros, les radios, ils disent qu'il y a eu du succès, mais sur tes albums précédents. Bon, en ce moment, je prends Cité Zéléa, parce que je suis dans une era hyper piano-voix, hyper deep. Mais genre, sur les albums précédents, souvent, quand on me disait « Ok... choisis un gold parce que je veux bien que tu fasses ton titre promo, mais je veux aussi que tu fasses un de tes anciens titres. Jour 1, en fait. Parce que, en vrai, c'est un des plus gros titres de ma carrière. C'est un peu comme ça qu'on m'a découvert. Et franchement, il est spécial, ce titre, pour moi.
Et tu sais, souvent, on me dit, mais en fait, on n'a pas marre de chanter cette chanson ? Bah non. Alors, c'est sûr que maintenant, en live, je fais des nouvelles versions, je lui donne des nouvelles... Ouais, en fait, j'offre des nouvelles perspectives à ce que la chanson a pu être à la base, tu vois. Mais je suis juste reconnaissante, tu vois. Oui, puis en plus, je sais pas si tu composes tous tes singles, enfin toutes tes chansons depuis le début. Non. Ok. Parce que j'allais dire ça, qu'en plus, quand c'est toi qui les écris, je pense qu'il y a un affect aussi hyper particulier, quoi. C'est absolument pas moi qui ai écrit cette chanson. Ah ouais, c'est fou. C'est un mec incroyable qui s'appelle Pachi Garat. Et en fait, il se trouve que j'ai le premier album que j'ai composé, enfin pas que j'ai composé, mais que j'ai écrit à 100% et composé à genre 75-80%, c'est celui qui vient de sortir. Ouais. J'avais jamais écrit un album en entier. Ah ouais. Mais j'ai écrit sur tous mes albums, sur le premier, une chanson. Mais step by step. Ouais, et je trouve ça bien de le dire aussi, c'est qu'on peut pas être du jour au lendemain savoir tout faire, en fait. quoi. Ouais. Donc je savais pas trop écrire. Donc sur le premier album, j'ai écrit une chanson. Le deuxième, j'en ai écrit 3. Le troisième, j'ai écrit la moitié. Et le quatrième qui vient de sortir, t'as tout écrit. Je l'ai écrit en entier. Ouais. Et t'as des retours je sais pas, j'aime pas le mot fan, mais t'as le retour de des personnes qui me suivent. Voilà, des personnes qui me suivent, qui t'écoutent sur la différence qu'ils ressentent justement entre ces différents albums, le fait que ce soit toi qui c'est hyper perso. Ouais. Et ça s'entend en fait. Ouais. Ça s'entend, mais en vrai, c'est bête à dire, mais même moi je l'entends. Enfin, c'est une évidence. Alors ça veut pas dire que c'est mieux, hein. C'est juste plus perso. Tu vois, c'est juste plus... peut-être même moins ouvert, en vrai, tu vois. Mais ouais, c'est plus perso. Et est-ce que tu as appris, justement, à écrire ? Ou est-ce que... Parce que je me demande toujours, c'est difficile de trouver à la fois... tu dois réussir à exprimer tes émotions, faire en sorte que ce soit quand même assez universel, faire en sorte qu'il y ait une belle sonorité. Je crois que tu fais quand même pas mal de rimes aussi. Enfin, tu vois, est-ce que ça, t'as appris au fur et à mesure ? Où tu t'es dit un jour, là j'ai vraiment envie d'apprendre à écrire mes chansons, à exprimer ce que je ressens. Je trouve que c'est une compétence qui est assez complexe. En fait, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Je fais partie des gens qui ont le goût du risque et qui ont pris le sujet d'invention au bac. D'accord. Voilà. Ouais. Et j'ai eu 15. C'est important de le souligner. Hein. J'ai eu 15, donc ça veut dire que ça va, ça passe. J'écrivais des poèmes au lycée. J'ai toujours aimé écrire en fait, donc j'ai toujours écrit. La première chanson que j'ai écrite de ma vie, j'avais 12 ans. C'était chaotique, mais c'était déjà c'était des mots. Un truc c'était déjà un truc. Comment est-ce que j'ai appris à écrire ? Je pense que je me suis entourée de personnes à un moment où j'avais besoin et où je me sentais pas à l'aise avec mon écriture seule pour m'aider, dont un mec incroyable qui s'appelle Thomas, T-O-M-A, qui est un chanteur, auteur, compositeur, interprète exceptionnel que je vous invite à aller écouter, qui m'a vachement aidé sur l'album précédent à m'ouvrir à l'écriture. Et ensuite, c'est con, mais Taylor Swift, voilà. Taylor Swift, elle m'a appris à écrire. Elle le sait pas. Je l'ai quand même remerciée dans mon album. Elle nous écoute, donc elle le saura. Waouh. Mais elle m'a appris à écrire, dans le sens où... en fait, il y a des femmes comme ça que je trouve exceptionnelles dans la façon dont elles écrivent. J'avoue, beaucoup sont américaines ou anglophones. Taylor Swift, Gracie Abrams, Julia Michaels, Charlotte Cardin. Et en fait, tu sais, j'ai beaucoup cherché dans leurs écritures, malgré le fait que ce soit en anglais, une sorte de consonance dans ma façon à moi d'écrire. C'est-à-dire que Taylor Swift, ce qu'elle aime faire, c'est... des textes hyper premier degré, mais avec des métaphores qui sont genre incroyables. Ou des figures de style hyper visuelles, comme une écharpe rouge, par exemple. Pour tous les fans de Taylor Swift, je sais que vous êtes avec moi là maintenant. Et j'avoue que j'essaye de suivre ce que j'écoute et ce que j'aime dans ma façon d'écrire, sans pour autant copier. Mais de toute façon, genre, je peux pas vraiment copier de l'anglais à part traduire. Ouais. Et puis, enfin bon. Je crois pas, hein, j'ai essayé à un moment dans ma vie. Ah ouais. Mais c'est pas le truc que les gens ont entendu, jamais. Et parce que, j'ai pas envie de plagier des gens, clairement. Ouais. Mais ouais. C'est comme ça que j'apprends. Donc en écoutant beaucoup de
Particulièrement d'artistes féminines, en fait. J'écoute beaucoup d'artistes féminines. Bah écoute, il en faut. Il faut des personnes comme toi pour aussi leur donner de la force. Et je trouve ça hyper vertueux. Est-ce que tu as eu... Enfin, qui a été la première mentor que tu as eue, ou d'ailleurs, dans le monde de la musique? Mes managers. Hein. Ok. Enfin, pas mon management d'aujourd'hui, mon ancien management. Celui avec lequel j'ai commencé. Parce que c'est eux qui m'ont tout appris. Voilà. Au bout d'un moment... C'est des personnes qui étaient eux-mêmes passés par là ou c'est... Non, c'est des personnes qui étaient dans le milieu. Qui sont dans le milieu de la gestion de talent. Alors, pas juste de la gestion de talent, de la gestion de la musique. Mon ancienne manager, Catherine Nobronus, elle était à la base l'une des plus grandes attachées de presse de Paris, et dans la musique. Et Marc Hernandez, qui est aussi... Donc, ils travaillaient ensemble. Lui, il était à la tête d'un très gros label. Ils ont arrêté de faire leur profession, ils ont commencé à manager des artistes, puis ils m'ont proposé de me manager, et ils étaient trop cool, donc voilà. Et puis on s'est séparés sur le début de l'exploitation de mon 3e album, parce que tout simplement on n'avait plus les mêmes envies en fait, et on est en très bon terme, donc c'est très cool. Mais ouais, je pense que ça a été mes vrais mentors, c'est les gens qui m'ont appris ce métier, quoi. Ouais, non, mais c'est tellement important, je pense, parce que c'est vrai que t'es arrivé à un âge où tu te construis, où c'est tellement facile de faire des erreurs, où on voit tellement d'exemples américains, à chaque fois ça fait vraiment de la peine, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont happés par le milieu, et en fait ils pètent tous un câble derrière, parce qu'en fait ils ont été des personnes qu'ils ne sont pas vraiment, quoi. Mais en même temps je peux pas te dire que ça m'est pas arrivé, hein. Ah ouais? Non, c'est pas parce que t'es hyper entouré et que il y a forcément un moment où tu dis wow, je suis qui en fait? Parce que dans ce milieu-là tu restes matrixé, même si t'as les bonnes personnes autour de toi, tu restes matrixé quoi qu'il arrive, dans le sens où tu parles de pétage de plomb, bien sûr que j'ai pété les plombs. Ça ressemble à quoi tes pétages de plomb? Franchement, dépression post-tournée, crise d'anxiété, anxiété sociale, je suis plus sortie de chez moi. C'était pas drôle. D'ailleurs, c'est ma psy qui m'a dit d'arrêter, pour te dire, à l'époque. D'arrêter les tournées? Ouais, à la fin de ma tournée, j'étais censée enchaîner directement. De ma deuxième tournée, j'étais censée enchaîner tout de suite sur le 3e album. Et en fait, elle m'a dit, tu vas voir ton management et tu leur dis que moi, j'ai demandé à ce que t'arrêtes. Donc, je suis allée les voir et je leur ai dit, faut que j'arrête. Et ils ont dit, ok. Et j'ai quand même fait une bonne petite dépression. Et est-ce que... Alors, je sais que souvent, ça s'explique pas, la dépression, et d'ailleurs, c'est une maladie externe, quoi, mais est-ce que dans ton cas, elle était induite par quelque chose que tu as réussi à identifier? Par plein de choses. C'est difficile de poser le doigt sur une seule chose, tu vois. Mais ouais, par plein de choses. Et aussi par justement ce que tu disais il y a 2 secondes. Tu vois, tu parlais d'artistes qui avaient la sensation de ne pas avoir été qui ils étaient vraiment. Mais en même temps, faut que tu imagines que quand t'es artiste, particulièrement quand t'es une femme quand même, faut être honnête, on te demande toujours d'être la version la plus parfaite de toi qui existe. Donc tu vois, moi, à 17, 18, 19, 20 ans, quand j'arrive en télé, je suis toujours bien présentée, je sais toujours de quoi je vais parler, et c'est tellement presque lisse que j'ai même une façon de parler qui est différente de la façon dont je parle normalement. Tu vois, je peux te faire la voix d'ailleurs, en vrai. Vas-y, fais-nous la voix. À l'époque où j'ai 17 ans, quand je suis en interview, je me mets à parler comme ça. Tout le temps, je parle comme ça. Parce que tu vois, c'est une voix plus douce, c'est une voix un peu plus assurée, mais douce. Et puis, j'ai envie que les gens ils m'aiment bien. Donc, je fais tout pour que les gens ils m'aiment bien. Donc, tout ce que je montre de moi, c'est des trucs parfaits. Sauf que, en fait, c'est pas la vraie vie. Et en fait, j'ai mis du temps à me détacher de ça. J'ai commencé à me détacher de ça sur mon 3e album. Et mon 4e album, c'était clairement celui que je viens de sortir là. C'était clairement regardez, en fait, salut, c'est moi. Non, pas fuck everyone, parce qu'en vrai, everyone, c'est les gens qui ont fait que je suis là aujourd'hui, tu vois. Ouais, non, je mais parle plutôt des médias, mais... aussi. Oups. Mais c'est aussi genre... j'en ai marre, en fait. Ouais. Je suis pas parfaite. Voilà, info, je ne suis pas parfaite. Ouais. Et donc, je vais arrêter d'essayer de vous montrer que je suis quelqu'un de parfait, parce que je le suis pas.
Mais en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, du coup, cette recherche de la perfection persiste. La société. Ouais, la société, mais tu vois, sachant que ça ne sert ni les personnes qui essayent de l'être, ni les personnes qui regardent, parce que du coup, ils ont l'impression qu'il n'y a que des gens parfaits. Enfin, le sentiment que tu décris, j'en ai pas parlé encore, parce que c'était il n'y a pas du tout longtemps, mais j'étais sur le plateau de Quelle époque il y a 10 jours. Voilà, j'aime beaucoup Léa Salamé, elle est venue sur le podcast, j'aimais beaucoup les gens présents, mais j'ai ressenti un énorme malaise pendant tout le tournage. C'est normal. Vraiment en fait, tu vois, j'avais envie de crier aux gens, genre, mais arrêtez. Genre, arrêtez de jouer un jeu. Genre, tu sais, je sentais que c'était à qui fera la plus grosse blague, à qui réussira à faire le plus son intéressant. J'avais l'impression de revenir au collège. Ouais, bah c'est clairement ça. T'avais un peu la bataille des gens qui essaient d'être populaires, qui essaient de se faire une place et tout. Et en fait, ça crée beaucoup d'anxiété. Ça m'a un peu dégoûté du monde de la télé, quoi. J'étais un peu là, mais en fait, si c'est ça, et du coup, toi-même, t'essayes, comme tu vois que tout le monde fait ça, t'essayes de faire un peu la même chose. Alors, j'ai essayé quand même de m'en préserver un maximum, mais en fait, du coup, ça me donnait même pas envie d'interagir parce que j'étais là, mais en fait, ce sera à qui essaiera de se moquer de toi, mais gentiment, ou qui essaiera de rebondir sur ce que t'as dit pour faire encore plus son intéressant. Et ouais, je me suis dit, putain, c'est toxique, quoi. Ouais, mais tu vois, alors mon mais, il est pas pour défendre quoi que ce soit, parce que j'ai pas du tout envie de défendre ce milieu. Clairement, c'est un truc qui m'a vraiment matrixée, mais c'est ça que j'allais dire. Mais tu vois, en fait, on est tous matrixés depuis toujours. Et que ce soit sur l'idée d'être parfaite, ou le rapport au corps, ou la façon dont on évolue dans la société, on a grandi avec des standards qui sont quand même les standards des années 2000, qui sont quand même des standards qui sont hyper toxiques. Je suis personne pour dire ça, mais une habitude à casser, ça prend des millénaires, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on a tous l'habitude. Et en vrai, je t'assure que moi, j'essaye de le casser, et à la fois, des fois, genre, je me retrouve en télé et je reprends l'habitude de me mettre à parler comme ça et d'être mignonne, tu vois. Mais parce que et à chaque fois, je suis là, genre, putain, mais pourquoi ? Mais sinon, t'as trop l'impression de faire tâche, en fait. Moi, vraiment, j'avais l'impression d'être un ovni. Et si jamais je me mettais à être comme je suis sur les réseaux, genre, vraiment, les gens allaient me pointer du doigt en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois ? Et je pense que c'est accepter. En fait, il faut réussir à accepter de ne pas prendre le masque qu'on nous tend, et genre de se dire non, en fait, les masques, c'est fini. Ça plaît quoi. pas aux gens. Ouais. Mais ça plaît pas aux gens. En plus, d'ailleurs, ouais. Ça plaît pas aux gens. Ah, qu'on mette pas le masque. Ça plaît pas aux gens. Regarde, pourtant tu l'as enlevé et ça plaît. Ouf Twitter. Ah non. C'était une façon de parler, hein. C'est ma number one rule. ne jamais ouvrir Twitter. Putain, si seulement j'en étais capable. Ouais. Non, clairement. Pourquoi tu supprimes pas ton compte ? Parce que j'en ai besoin. Tu sais, c'est une question de marketing, mais bien sûr. Et puis aussi, c'est ma façon la plus facile de pouvoir parler aux gens. Encore plus que Insta, que TikTok. Non, mais je te jure, c'est l'interaction. Ouais, mais j'aime pas le concept. T'es limité dans tes caractères. Moi, déjà, ça me va pas. C'est pour ça que je fais podcast d'une heure et demie. Du coup, c'est très facile de reprendre un truc que t'as dit pour le détourner. Mais ça partout, hein. Excuse-moi, mais ça partout. Je sais pas pourquoi sur Twitter, les gens se cachent beaucoup plus derrière leur écran que sur les autres réseaux. Enfin, t'as ouvert TikTok ? Alors, j'ai ouvert TikTok, mais c'est vrai que je regarde jamais mes commentaires. C'est très similaire. Hein. Ouais, je regarde jamais mes commentaires sur TikTok. Je sais pas pourquoi j'arrive. Très similaire. En fait, je suis arrivée sur TikTok en ayant déjà, je pense, tellement de billes avec les réseaux sociaux que j'ai vraiment utilisé cette plateforme en mode ok, une corde de plus à mon arc, on va voir comment c'est, ça va être marrant, mais où en fait je m'en détache vachement plus. Tu vois, Instagram et YouTube, je me suis construit avec. Donc je pense que j'ai un attachement hyper fort, et du coup les commentaires me touchent énormément parce que c'est ce qui m'a fait, tu vois. TikTok, comme j'étais déjà faite, entre guillemets, et ben je regarde même pas les commentaires, je m'en fous, je suis là genre, franchement, c'est juste pour passer le message. Vous aimez pas, tant pis, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ce recul avec les plateformes avec lesquelles j'ai grandi, on va dire. C'est tes plateformes de... Enfin, c'est con de dire ça, mais c'est tes plateformes bébés. Ouais, de cœur, quoi. C'est celles sur lesquelles t'as débarqué. Mais en vrai, je suis vraiment désolée de te le dire, la majorité des gens, ils aiment pas qu'on enlève les masques parce qu'ils sont habitués au lycée. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont habitués à ce truc de la télé de... C'est con, mais c'est vrai. Con, mais c'est vrai. Et moi, je t'avoue que il y a eu plein de moments dans ma vie où j'avais peur de faire certaines émissions parce que j'avais envie de le faire en moi, tu vois, et que je savais que ça allait casser les couilles des gens. Je le savais pertinemment. Et en fait, franchement, me faire critiquer sur mon physique, c'est une chose.
mais ok. On choisit pas son physique. Et puis même, ok. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vis avec mon corps, pas eux, tu vois. Ensuite, me faire critiquer sur ma musique, encore plus ok, parce que chacun ses goûts. Mais sur qui je suis? Ouais. Ouais, ça c'est dur. S'il vous plaît, genre. Il y a un peu de... Il y a quelqu'un, en fait, dans le corps que vous êtes en train de juger. De malmener, tu vois. Du coup, genre, j'ai déjà été réticente à faire des choses parce que je savais que j'avais envie de le faire de façon naturelle et que j'allais me faire exploser. Et ça m'est arrivé 1000 fois. Mais ça, c'est le pire, je pense, quand tu as l'impression que ton naturel n'est pas assez. Tu vois dans mon cas. Trop dans mon cas. C'est trop bien de comparer et de pouvoir le dire. Non, mais tu vois, juste de se dire qu'il est pas comme ce que les gens aimeraient qu'il soit, parce que c'est un sentiment d'échec, entre guillemets, qui est hyper fort, quoi. Et puis hyper douloureux. Ouais. En vrai, genre, les fois dans ma vie où j'ai eu le plus de mal à passer au-dessus d'un commentaire, c'était pas sur mon corps, c'était pas sur ma musique, c'était quand on parlait de ma personnalité, tu vois. C'est genre... Ok, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas dans la vraie vie, je sais que je suis exubérante, mais vas-y, s'il te plaît, je suis à l'intérieur de l'enveloppe que tu es en train de critiquer, et parfois, tu vois. tu te dis pas c'est injuste. Parce qu'en vrai, les gens qui commentent ça, ils te connaissent pas. Qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce qui est Plutôt, injuste? qu'est-ce qui est juste? Non, mais en vrai, je sais pas quoi te dire. C'est injuste. Bah oui et non, ça fait pas... Enfin, c'est horrible. C'est pas injuste, c'est horrible. Mais ça fait partie de mon travail. Donc moi, j'apprends à me construire en sachant que j'aille à droite ou à gauche, bah, je vais m'en prendre une forcément à un moment. Tu vois. Et donc, t'arrives à ne pas aller à droite parce que les gens attendent que t'ailles à droite? Ah non. Non, si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Okay. C'est un peu un problème d'ailleurs. Franchement, parce que si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si je vais au milieu, je vais au milieu. Et malheureusement, à part les gens qui sont avec moi décisionnaires de ce que j'ai envie de faire, ah bah si je vais à droite, au milieu ou à gauche, c'est moi qui décide. Voilà. Pourquoi ce serait un problème? Bah, parce que le problème, c'est comme ça dans ma vie de tous les jours et j'ai pas énormément de filtres et j'ai tendance à être très très honnête. Et en fait, l'honnêteté, c'est pas toujours ce qui convient à tout le monde. Moi, mon avis, c'est que c'est pas l'honnêteté le problème, c'est la susceptibilité. Mais ça dépend, parce que parfois, c'est pas une question de susceptibilité, mais de capacité à accepter ce que la personne en face de toi te balance. Tu vois, c'est pas forcément que de la susceptibilité. Parfois, tu te retrouves face à une personne qui a pas du tout la même sensibilité que toi, et c'est pas forcément quelque chose de susceptible, qui relève de la susceptibilité si c'est quelque chose qui la touche et qui lui fait du mal, tu vois. C'est sûr. Et du coup, j'essaye en ce moment de réguler ça. Mais parfois, je le vois pas, donc c'est un peu chiant. Non, mais je comprends totalement. C'est très dur de... Mais en fait, c'est le biais de l'interprétation, tu vois. C'est toi, tu peux dire quelque chose qui est tout à fait bienveillant, mais la personne va pas le recevoir de la même façon. Et donc, tu vois, si on essaie de froisser personne, je pense qu'on dit plus rien, quoi. T'as tout dit, hein. C'est pour ça que nous, on parle. C'est pour ça que nous, on aime parler. Je suis là. Mais écoute, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton rapport au corps aussi, parce que voilà, même si t'as dit que ça te touche moins que par rapport à ta personnalité, je sais que ça t'a quand même touché. Est-ce que tu arrives à te rappeler le jour, le moment où tu as commencé à ne pas aimer ton corps? Ah, c'est un moment marquant dans ma vie. Donc oui, très bien. J'ai 12 ans. Je suis devant l'école primaire dans laquelle j'ai été. Enfin, l'une des écoles primaires dans laquelle j'ai été, du coup. Devant mon collège. Et je saute en l'air. Je saute parce que je suis contente. Et mon t-shirt se relève sur mon ventre. Donc, faut imaginer que je suis une petite fille normale. Donc, j'ai pas... Oh, je vais retirer ce mot parce que tout le monde est normal. Tous les corps sont normaux et tous les corps sont parfaits. Mais... Tu n'es ni considérée comme... ni considérée comme une personne grosse, ni considérée... Voilà, exactement. Il se trouve que, par contre, j'ai un peu de ventre. Ce qui est, en fait, pas mon problème parce que j'ai 12 ans. Et que bah, du coup, j'ai autre chose à faire que de me regarder dans une classe. Et là, il y a des garçons qui, eux, en plus, sont en 3e. Moi, du coup, j'ai 12 ans, donc je suis en 5e. Qui voient mon ventre et qui se foutent de ma gueule et qui m'appellent boule de gras. Et à partir de là, mais alors c'est fini dans ma vie. C'est genre... C'est pas un love-hate relationship avec mon corps, c'est genre juste un hate relationship. Voilà. Hate. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et j'avance comme je peux avec ça. Parce qu'en vrai, ces 3 mecs-là, ils savent pas, mais ils m'ont cassé en 2 jours là. C'est fou.
Putain, je te jure, le poids des commentaires parce qu'il y a 3 mecs qui n'ont pas réfléchi ou qui ont réfléchi et qui malheureusement ont dit des conneries, ça me hérisse, quoi, parce que c'est des années après de détestation de soi, de rapport encore hyper compliqué. C'est ouf. Et est-ce que t'en parles à ce moment-là ? Est-ce que t'en parles à quelqu'un ? Alors, oui et non. J'en parle avec une de mes copines qui va pas hyper bien non plus. Et du coup, c'est un bourbier entre elle et moi et les TCA. Tu vois ? Donc, not fun en fait. Pas drôle. Parce qu'en plus, au lieu d'être intelligente, enfin pas d'être intelligente, on est des enfants. Donc en fait, on fait comme on peut, tu vois. Et à ce moment-là, c'est l'époque des skyblogs. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais à mon époque, au collège, les skyblogs, c'était vachement axé sur les TCA. Et c'était un peu... C'était un peu genre... Il y avait presque une sorte de propagande, tu vois. Il y avait presque praise de l'anorexie. Mais exactement. Ouais. Et alors moi, pour le coup, c'était pas l'anorexie, c'était la boulimie, tu vois. Mais du coup, avec ma pote, on était juste entraînés là-dedans, tu vois. Et au lieu de s'en sortir correctement en allant voir un adulte et en se disant qu'on va pas bien, bah non, on s'entraîne toutes les deux dans de la merde, en fait. Dans de la merde. Dans de la merde qui reste pendant des années, des années. Et puis... tu te retrouves à 26 ans à faire le point sur ta vie et à te dire « Ok, quand est-ce que dans ma vie, j'ai mangé juste pour manger dans ma vie sans ni culpabiliser, sans ni réfléchir Ben franchement, jamais. Jamais depuis mes 12 ans. C'est horrible ou pas ? Franchement, c'est horrible. Ouais. C'est nul. C'est une charge mentale qu'on devrait pas s'infliger. Non. Quoi. Et tu vois, j'ai la sensation, et je touche du bois parce que tu t'en sors jamais vraiment complètement, tu vois. Mais j'ai la sensation de m'en être plutôt bien sortie de ces TCA-là, tu vois. Ça reste une crainte récurrente dans ma vie. Et un truc dont on peut pas parler avec mon mec parce que je deviens hyper agressive et chiante et genre, c'est pas ses affaires, tu vois. C'est irréel au possible, mais c'est quand même le cas. Et ça reste un truc de genre... c'est comme un fil, tu vois. C'est comme un fil où tu sais jamais de quel côté tu vas tomber. Et t'espères que tu tombes du bon côté. Et alors, ça fait quelques années que je suis plus ou moins du bon côté, tu vois. Mais tu paniques. Et quand tu reviens à la source et que tu dis que c'est 3 bolos de 14 ans qui ont commencé ce truc-là, tu te dis, ah ouais... En fait, il devrait y avoir une sorte de 10 commandements qu'on apprend dès le primaire. Tu vois. Le corps de l'autre, tu ne jugeras pas. Vraiment. La différence, tu respecteras. Tu vois, franchement, si vous voulez l'éducation nationale, je vous écris un petit manifeste. On le fait ensemble. Ouais, avec grand plaisir. Je suis hyper chaude. On le fait ensemble. Ils nous écoutent. Non, mais c'est vrai que c'est... Je pense sur l'avenir... En fait, c'est combien de carrières brisées, disons-le. Moi, je connais des femmes, à cause des troubles alimentaires, qui n'osent pas postuler pour un certain job. Bien sûr. Des femmes qui ne se sentent pas légitimes parce qu'elles... Enfin, en fait, ça te lave complètement le cerveau et ça te donne l'impression, à ce moment-là, que ta valeur est définie par ton poids, ton apparence. Et en fait, il faut apprendre aux enfants que ce n'est pas le cas, quoi. Enfin, si on leur apprend pas, ils peuvent pas le deviner, ils peuvent pas le savoir. Et toi, le premier réflexe que tu as du coup à ce moment-là, c'est de te dire, faut que je perde du poids. Ouais. Faut que je change. Ah ouais. Mais tu sais, c'est un truc qui est tout le temps dans ma tête. Quand je suis plus mince, j'ai toujours, faut que je perde du poids. La période de ma vie où je suis la plus mince, faut que je perde du poids. Toujours. Et en fait, c'est ça le piège. Tu vois ? C'est que c'est tout le temps ça. Tu te le dirais. Enfin, moi, j'ai pesé 45 kilos et tu te le dis quand même. Ah mais bien sûr. Bien sûr. Et donc en fait, il faut creuser le pourquoi. Les périodes où j'ai été le plus mince dans ma vie, faut que je perde du poids. Faut que je perde du poids. Tu vois ? Quand tu te demandes pourquoi, tu réponds quoi ? Parce que je veux être belle. Pourquoi tu veux être belle ? Parce que, tu vois, ce truc de merde de vouloir être belle aux yeux des autres. Et pourquoi est-ce que tu veux plaire aux autres ? Franchement, c'est nul. C'est pour essayer de remplir un vide que je devrais être capable de remplir moi-même, tu vois. Bah là, tu te juges vachement. Alors qu'au fond, la réponse, elle est assez claire. C'est parce que t'as un vide que tu veux remplir. Et pour ouais, moi, bien sûr, que donc, je pourrais remplir d'une autre façon. Et qu'on pourrait remplir d'une autre façon. Ou qu'on peut apprendre à comme une plaie, tu vois, résorber,
entre guillemets. Et je pense que peu de gens font ce travail-là de chercher le dernier pourquoi. Alors moi, je l'ai. Du pourquoi, tu vois. Et parce que du coup, on peut travailler ensuite sur ce pourquoi-là et pas sur le premier qui est « je veux perdre du poids ». Ouais, bien sûr. Qui au final ne résout rien. Parce que le jour où tu perds du poids... T'as quand même encore envie de perdre du poids. Non, mais le vide, il n'a pas été comblé vu qu'en plus, t'as perdu du poids. Tu n'es au final que moins, tu n'es même pas plus. Viens, on parle à la moi de 19 ans, 2 secondes. Ouais, bah de ouf. Ah là là. Écoute-nous, Louane de 19 ans. et j'ai vu d'ailleurs... Est-ce qu'on lui dit qu'elle va prendre du poids ou pas ? Parce que je pense qu'elle va tomber dans les pommes. Bah dis-lui, on va prendre du poids et pourtant, on sera plus heureuse. On sera plus heureuse que tu ne l'es actuellement. Vraiment, on sera plus heureuse. Alors, on n'est pas encore au climax du bonheur, mais j'ai une théorie très personnelle sur le fait que, genre, le bonheur existentiel de tous les jours n'existe pas. Ouais. Tu vois ? Et comment t'en es arrivée à cette théorie ? Se concentrer sur les moments. Tu vois ce que je veux dire ? La vie, c'est, tu vois, genre, c'est 1000 choses. Donc, bah, forcément, dans une journée, tu peux vivre des trucs géniaux et des trucs hardcore. Et puis, genre, à toi de décider de te concentrer. Enfin, décider, c'est un grand mot, parce que des fois, t'as pas le choix que de te concentrer sur quelque chose qui te touche, tu vois. Mais sur le meilleur. Mais genre, un bonheur constant, j'avoue, j'ai du mal à y croire, mais je suis pas fataliste parce que ça me va, tu vois. Parce que je me concentre... Enfin, j'essaye en tout cas de me concentrer sur les meilleures choses qui m'arrivent. J'y arrive pas toujours. Mais c'est OK aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de la nature, dans le sens où de la nature de la personne, je trouve ça assez culpabilisant, les discours qu'on peut entendre parfois, tu vois, te relever ou tomber, c'est toi qui décides. Enfin, oui, bah non. C'est toi qui décides, mais en fait, il y a des coups qui te mettent tellement bas qu'en fait, là, tu peux pas te relever, en fait. Et me dire ça ne m'aide en rien, tu vois. Non, laisse-moi par terre, laisse-moi gérer la situation par terre, laisse-moi être en galère par terre pendant un moment. Il y a un moment où je vais avoir besoin d'aide. Et genre, t'inquiète, je t'appellerai. Et si tu vois que je suis pas capable de t'appeler, genre, viens me voir et propose-moi de l'aide. On a que 2 jambes, donc se relever tout seul, c'est pas si simple. Faut avoir des abdos. Hyper souple. Et moi, personnellement, je suis pas hyper souple. Ouais. Ok ? Non, mais c'est trop me demander. Il y a aussi le problème, et on en revient toujours à ce qu'on valorise ou pas, mais je pense qu'on hiérarchise la force et ce qu'on considère comme étant fort ou faible. Et pourquoi est-ce qu'on valorise plus le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à se relever ou à avancer tout seuls plutôt que des personnes qui ont osé demander de l'aide ? En fait, c'est que pour moi, déjà, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les deux. Non. Mais si on devait en faire une, c'est quand même vachement plus courageux d'oser dire « Écoute, là, je vais pas bien. Help me !» Genre, s'il te plaît, aide-moi, quoi. C'est clair. Mais je dis ça, je me fais grave l'avocat du diable. Moi, l'année dernière, j'étais dans le mal le plus absolu et j'en ai parlé à personne, à part une amie, parce qu'elle était psychothérapeute. Voilà, et je me suis dit, bon, elle peut m'aider. Elle peut m'aider. Genre, on fait les bons choix. Rien n'arrive par hasard. Mais parce que juste, je me disais, parce que j'avais trop honte. Comme si c'était de ma faute, tu vois. Mais c'est pas honteux d'aller mal. Hein. Mais aujourd'hui, je le crie sur tous les toits, tu vois. Mais quand t'es dans le mal, je pense que c'est trop dur de l'accepter, dans certains cas en tout cas. Enfin, moi, ouais, non, je comprends. Et puis aussi, t'as un truc de... C'est autre chose encore, mais t'as aussi un truc de parfois, t'es bien dans le mal. Ah ouais. Tu sais, la complaisance de la tristesse, le fait d'être bien dans la tristesse, c'est OK aussi. Et du coup, parfois, ça prend plus de temps à certaines personnes de sortir de cette tristesse-là. Moi, par exemple, je sais que j'ai vachement été dans ce truc de complaisance de tristesse, tu vois. Comment ça ? Bah, franchement, toute ma vie. Toute ma vie, genre, à chaque fois que j'ai été triste, j'étais en mode genre, ah, c'est confortable quand même. Tu vois ? Genre, l'artiste maudite un peu ou pas ? Parce que j'ai l'impression que les artistes ont plus tellement... ce côté où ils se voient presque comme des personnes qui doivent subir pour pouvoir ensuite en parler. Non. Ok. J'ai pas besoin de subir des choses. J'ai assez subi. Ouais, c'est clair. Merci. C'est bon. Merci, au revoir. J'ai signé le contrat. Je pense que pour le reste de ma vie, je peux écrire des sad songs jusqu'à la fin. C'est bon, je peux. Il y a pas de souci. J'ai subi assez, tu vois. Non, et en plus, vraiment, je pense pas que les moments où je suis triste, ce soit les moments les plus propices. Je parle de tristesse profonde, hein, parce que quand je suis un peu triste, oui, j'écris des chansons et c'est cool. Mais soit les plus propices, justement, à l'éclosion de l'art. À la créativité. Ouais, vraiment, pas du tout. Pas du tout. Clairement, quand je suis triste, je suis triste et puis laisse-moi dans mon lit, tu vois. Mais non, en vrai, il y a un truc de confort, en fait, dans la tristesse.
Enfin, à mes yeux. C'est marrant parce que j'adore quand les invités sur le podcast ont des visions différentes de la mienne, mais moi, pas du tout, tu vois. Moi, je suis le contraire de ça. C'est-à-dire que je repousse la tristesse, je n'accepte pas la tristesse. Mais comment tu guéris de la tristesse si tu la repousses et que tu l'acceptes pas? Je la transforme en colère. Mais elle va finir par passer à un moment. Mais en fait, elle me dérange. En fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que je la laisserais entrer? Mais parce qu'il faut que tu la laisses entrer, sinon tu la vis pas. Et si tu la vis pas, elle reste ouverte. C'est exactement ce que tu parlais comme les clés tout à l'heure. Pour l'instant, j'arrive à faire... je crois que j'arrive à et j'en parlais avec Cyrus North sur ce podcast aussi, c'était un truc un peu philosophique de stoïcien, où j'arrive à me dire... tu vois, alors, prenons un exemple très concret. De toute façon, je suis très transparente sur le podcast. Il y a 6 mois, mon grand-père est décédé. Je l'adorais, voilà, j'adore tous mes grands-parents. Et bon, j'ai été triste, mais ça faisait 1 an qu'il était à l'EHPAD, donc tu vois, c'est pas comme si on s'y attendait pas. Et 2, en fait, comme je suis très mal à l'aise et inconfortable avec le sentiment de tristesse, genre j'ai peut-être été triste 24 heures, genre j'ai pleuré, j'ai repensé à des moments, enfin tu vois, là encore, je peux avoir les larmes aux yeux en l'imaginant, qui vient à ma fenêtre pour me dire au revoir comme il nous faisait quand on était enfant. Mais en fait, en 24 heures, je me suis dit, bon, à quoi me sert cette émotion? En vrai, à rien. Elle m'empêche d'avancer. Il aurait pas voulu que je sois triste. En vrai, il aurait pas voulu... Enfin, moi, si jamais je meurs, j'ai pas envie que les gens autour de moi soient tristes. Enfin, si, un peu au début, mais ensuite, j'ai pas envie que ça les bloque, tu vois. Et donc, genre, en 48 heures, je passe à autre chose. Et bah, c'est cool. J'ai peur qu'un jour, ça me saute à la gueule, tu vois. Mais... franchement, je sais pas, je suis pas psy, donc je peux pas te répondre. Ouais. Mais je peux pas te répondre à ça. Mais déjà, je pense qu'on a tous... tu vois, tu parlais d'hiérarchie tout à l'heure. Il y a pas d'hiérarchie de la souffrance, donc j'imagine que ce que tu ressens à ce moment-là, c'est légitime et c'est comme ça que tu l'abordes, tu vois. Mais moi, ce que je dis très souvent, quand on me dit ouais, mais ce que t'as vécu, c'est horrible et tout, je dis souvent, ok, il y a peut-être des gens à l'autre bout du monde qui sont encore plus tristes que moi que mes parents soient morts parce que leur chien vient de mourir, tu vois. Oui. Mais c'est juste pour rappeler au monde que genre l'échelle de la douleur n'est pas ressentie de la même façon. Tu peux pas comparer la douleur et la souffrance. Ouais. Si toi, t'es capable de t'en sortir aussi vite, franchement, waouh, bravo. Mais ce que je pense aussi, et c'est très personnel, je pense pas que la tristesse et la douleur et la souffrance, et encore une fois, c'est hyper perso parce que justement, on quantifie pas tout ça. Je pense que ça peut être... Ça t'empêche pas forcément d'avancer. Ça peut être au contraire drainant. Et tu vois, moi, j'avoue que j'ai tendance... Pas par choix, du coup, on a parlé de TDAH au début de ton podcast. J'ai tendance à vivre mes émotions de façon exacerbée à cause de ça. Et du coup, je suis obligée de les vivre pleinement. Et peu importe d'où elles viennent et ce qu'elles vont me faire, elles sont là, quoi. Donc, elles sont là. Deal with it, et c'est tout. Et c'est pas forcément freinant, en fait, d'être triste ou d'être en colère, tu vois. Ça peut aider à avancer, mais d'une façon différente de ce à quoi tu t'attends à la base. Et c'est cool parce que moi, je sais que la tristesse dans la vie, ça m'a vraiment fait grandir, en fait. Ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a fait accepter plein de choses. Et par contre, ouais, vraiment, moi, j'avoue, j'ai ce piège-là de la complaisance de la tristesse. Et ça, j'avoue, je le conseille pas aux gens, parce que quand tu finis par trouver ça confortable et agréable, c'est là le risque de oh, c'est cette dépression. Tu vois? Ah ouais. Mais c'est fou, tu vois, j'essaye d'imaginer comment on pourrait trouver la tristesse confortable. Et ça me fascine, en fait. Ça me fascine vraiment. Je sais pas comment expliquer ça. Tu te dis pas... Bah, en fait, tu fais plus d'efforts. Quand t'es triste, tu fais plus d'efforts. Donc c'est le fait de peut-être rendre les armes, en fait. Presque, tu vois, c'est une pause. J'ai vu... c'est pas une pause cool. C'est en 2018 que t'as fait une pause. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que t'as laissé la tristesse, entre guillemets, prendre le dessus? Elle avait clairement pris possession de mon corps avant que je commence cette pause, clairement. D'accord. Mais ouais. Après, j'avoue, j'ai eu plusieurs phases de tristesse et de dépression, en vrai, dans ma vie. Ouais. Mais 2018, c'en est une, oui. Complètement. Et comment, la première fois que tu fais une dépression, comment tu t'en rends compte? Je suis petite. Ah ouais? Je suis petite et je vais pas bien. Je vais juste pas bien. Et je sais que je vais pas bien et je me fais du mal et c'est pas cool. Et t'en parles là à tes parents? Non, du tout. J'en parle à ma petite sœur. T'imagines le poids pour elle? J'en parle à ma petite sœur qui, à ce moment-là, a 10 ans. Je suis à ce moment-là, vraiment, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis,
comment j'ai pu lui mettre ça sur la tête. Mais t'étais une enfant. T'as juste eu envie d'en partager à quelqu'un d'en parler à quelqu'un de confiance. Et elle a été exceptionnelle avec moi. Franchement, elle a été exceptionnelle. Tu vois, parfois, les yeux d'un enfant, c'est assez pour te porter, quoi. Et clairement, putain, qu'est-ce qu'elle m'a porté, ma soeur, pendant des années, quoi. Mais enfin, je sais pas. Tu le sais, quoi. Quand tu... Enfin... Non, en vrai, tu le sais. Non, tu le sais pas forcément. En vrai, je dis tu le sais quand t'es en dépression. Non, c'est faux. C'est complètement débile ce que je viens de dire. Tu le sais pas forcément. Mais tu ressens un profond mal-être, quoi. Mais moi, personnellement, ouais, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien et c'était assez évident, tu vois. Est-ce que t'en as voulu à ton entourage de pas l'avoir vu? Non, pas particulièrement. Parce que j'avais pas hyper envie qu'il le voie, tu vois. Donc... je me suis pas dit non. Plus tard, par contre, au lycée, j'ai été triste. Et là, j'en ai voulu. Et je leur ai dit, genre, vous voyez pas quand même que je vais mal? Genre, je vais mal, là, en fait, réagissez, quoi. Sauf que tout le monde n'a pas les clés, forcément, pour réagir, tu vois. Et du coup, j'ai été voir un psy. Voilà. Et ça m'a aidée. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai repris. Et pareil, genre, faut un peu désacraliser le fait que ça doit être hyper constant, les psys, dans la vie. Je suis d'accord. J'avoue, je conseille à tout le monde, s'ils ont les moyens d'aller voir un psy, s'ils n'ont pas les moyens et qu'ils en ont besoin d'aller en CMP ou pour les plus jeunes dans des maisons des ados, parce que il y a toujours moyen d'être aidé sans forcément dépenser d'argent si t'en as pas, tu vois. Mais t'es pas obligé... Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas un truc que t'es censé faire toute la vie. Même si moi, par exemple, en ce moment, je viens de commencer un truc où tous les lundis matins, à 9h30, je serai chez ma psy, tu vois. Mais c'est pas... Enfin, t'es pas obligé d'avoir un ou une psy ou un thérapeute en général de façon constante, tu vois. Faut s'écouter, hein. Je pense qu'à partir du moment où ça devient... Moi, je sais que j'ai arrêté aussi parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, où voilà, j'ai obtenu ce que je recherchais et où ça devient plus, voilà, en effet, une contrainte de y aller, je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment là de continuer. Et puis, le jour où j'en aurai besoin, en effet, c'est une porte qui reste ouverte et qui peut vraiment faire la diff. Quand on parlait à la Louane de 19 ans, j'avais relevé une petite citation extraite de Secret dans ton dernier album. Tu dis « J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer ». Après, j'ai pas repris la phrase exacte, mais en gros, tu lui dis « J'espère que tu ne feras pas la même erreur ». Ouais. Donc, tu t'adresses à Esmé, à ta fille. Exactement. Et je me suis demandé comment est-ce que tu lui conseillerais de ne pas faire la même erreur? Comment est-ce qu'on peut ne pas faire la même erreur? J'espère qu'on sera assez proches pour qu'elle ait confiance en moi et qu'elle puisse me parler. Moi, je sais que j'avais pas confiance en les adultes et du coup, j'avais pas du tout envie de leur parler. Parce que pour moi, les adultes, ils m'avaient fait trop de mal parce qu'ils avaient exacerbé le fait que j'étais pas comme les autres, tu vois. Moi, je vais lui faire comprendre qu'elle est pas comme les autres, qu'elle est unique, que chaque personne est unique et que c'est une force d'être unique dans la vie. En tout cas, j'essaye de faire ça. Je lui dis tous les jours qu'elle va devenir une femme extraordinaire. Enfin, d'ailleurs, je lui dis qui est-ce qui va devenir une femme extraordinaire. Elle me répond c'est moi. Et c'est trop cool. Et en fait, ouais, j'espère qu'elle aura la possibilité justement de venir me parler ou d'aller voir quelqu'un qui lui fera du bien. Et je parle pas forcément quand je dis aller voir quelqu'un, je parle pas forcément d'aller voir un psy, mais une personne mentalement responsable, pas forcément adulte, mais mentalement responsable, qui sera capable de l'aider, parce que je pense que c'est pas... Enfin, je pense que tu peux pas faire tout seul. J'espère personnellement que cette personne-là, ce sera moi. Après, si c'est pas moi, je vais pas en mourir non plus, tu vois. Mais en tout cas, dès maintenant, j'essaye de lui apprendre qu'elle peut être ce qu'elle veut, quoi, et que les autres, ils sont cool, tu vois. Et que elle aussi, elle est cool. Et que... Enfin, c'est pas... C'est dur, en fait, parce que déjà, à 2 ans et demi, tu vois... La dernière fois, elle est venue, elle m'a dit « l'euro, c'est pour les filles ». Là, je dis « alors, qui t'a dit ça ?» Non, pas du tout. L'euro, c'est pour tout le monde, tu vois. Des trucs cons, mais essayer de pas la conditionner à la façon dont nous, on a grandi, tu vois.
Et alors attention, je critique pas du tout la façon dont nous on a grandi parce qu'il y a des choses exceptionnelles dans ce que j'ai appris, que j'ai envie de lui transmettre, tu vois. Mais il y a aussi des choses où je me dis que lui ouvrir les yeux sur des choses, c'est déjà de base la protéger, tu vois. Donc je sais pas comment est-ce que je vais faire pour lui montrer comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi, tu vois. Mais je vais vraiment essayer de tout mon être. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle va souffrir comme tous les humains. C'est ça qui est dur, ouais. Mais non, mais c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Elle va souffrir comme tous les humains, elle aura des névroses comme tous les humains, même ceux qui disent qu'ils en ont pas, parce qu'en vrai... Arrêtez de mentir. Stop lying, ou alors peut-être essaye de te regarder et de prendre le temps, tu vois. De toute façon, c'est le propre de l'humain, hein, d'avoir des choses à l'intérieur, donc c'est ok. Non, bien sûr qu'elle va souffrir, elle va être triste, et bah ouais, quand t'es maman, t'as envie qu'elle souffre jamais, mais bah... C'est pas réaliste, quoi. Non, c'est complètement utopiste, et puis bah c'est comme ça. Elle va être triste, et j'essaierai de lui remonter le moral quand elle sera triste, et si elle est triste à cause de moi, je lui demanderai pourquoi, et comment est-ce que je peux l'aider à rectifier les choses qui lui ont fait du mal que j'aurais faites, tu vois. C'est déjà énorme. Ouais, bah en tout cas, il faut, hein. Quand elle sera grande, je serai en face d'elle et je lui dirai ok, bah du coup, si ça va pas avec moi, c'est à cause de quoi ? Et qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire, en fait, pour rattraper ça ? Et si tu veux que je fasse rien, ok, je te laisse prendre ton temps. Et si tu veux que je fasse des choses, dis-moi, je suis genre hyper prête à avancer vers toi. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, elle a 2 ans et demi, donc je fais vraiment des plans sur la comète, quoi. Ça a changé quoi pour toi, la maternité ? Tout, tu vois ? Absolument rien dans ma façon d'aborder mon travail, en revanche. Parce que très souvent, les gens ils me disent du coup, qu'est-ce que ça a changé la maternité par rapport à ton travail ? Rien, une organisation différente. Point. Sinon, dans ma vie et dans mon cœur et dans ce que je suis, tout. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est pas forcément inné, d'avoir un lien et de l'aimer à la seconde où je l'ai vu. Et je mesure cette chance-là parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut vraiment arrêter de... culpabiliser les personnes qui mettent du temps ou qui, voire, n'arrivent pas à créer de lien avec leurs enfants. Enfin, c'est ok, c'est triste, mais c'est ok. J'ai eu la chance, moi, que ça se produise, donc c'était exceptionnel. J'ai eu l'impression de... Je sais pas comment dire, en fait. J'ai pas eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre, j'ai pas eu l'impression de renaître, non, juste genre... Tu sais, c'est comme si genre, on avait ouvert une nouvelle porte dans mon cœur avec un amour que je soupçonnais ap. Et waouh, c'est une vague. Et puis ensuite, bah, t'as peur de tout. Ouais. Vraiment de tout. Vraiment de tout. Et t'as réussi à le dépasser, ça ? Ça dépend des jours. Ouais. Franchement, il y a des jours où... alors par exemple, maintenant, quand elle tombe, ça me fait rien. D'ailleurs, je t'avoue, je la cours pas. J'attends, je regarde, je vois si... Bon, si elle pleure, évidemment, j'y vais. Mais si elle pleure pas, je suis en mode... Ah, t'as fait boum, tu te relèves ? Elle se relève. Elle est hyper forte. Je suis hyper fière. J'ai beaucoup de recul, n'est-ce pas ? Elle est hyper intelligente, elle est hyper belle. Je dis ça en toute objectivité. Évidemment, je suis hyper objective. Mais à la fois, bah, ça dépend. Parfois, j'ai des peurs complètement irrationnelles. Mais ça aussi, c'est ok, en fait. Je suis maman, donc ça va avec, tu vois. Puis tant mieux que j'ai peur parce que j'ai la sensation que ça fait de moi une meilleure maman, entre guillemets. Et encore une fois, pareil, c'est pas une... Tu sais, genre, mon mec, il a pas peur. Et genre, c'est pas... Genre, je pointe pas du doigt les gens qui ont pas peur. Waouh, juste waouh, et c'est trop cool. Et ça lui fait pas de lui un moins bon papa le fait qu'il ait pas peur. Au contraire, genre, c'est un père incroyable. Et genre, vraiment, je te le dis. Et là, pour le coup... J'ai beau l'aimer, je suis quand même vachement objective parce qu'on n'a pas du tout la même façon d'être un parent. C'est un très très bon père, vraiment. Et je te jure que je mesure ce que je dis en étant... en ayant de l'objectivité, justement, en ayant du recul et en n'étant pas en mode genre « je l'aime, c'est l'amour de ma vie », même si c'est le cas, tu vois. C'est vraiment un très très bon père. Moi, à côté de ça, je suis vraiment flippée sur plein de trucs. Genre sur l'école, moi je flippe à chaque seconde de sa vie un peu. Mais fine, genre les deux c'est ok, les deux ça peut cohabiter et juste j'essaye de pas transmettre mes angoisses à ma fille, tu vois. Et qu'est-ce que
tu vas lui dire que tu aurais aimé qu'on te dise? Tu vois, j'ai pas réfléchi à ça. Qu'est-ce que je vais lui dire que j'aurais aimé qu'on me dise? Qu'elle a de la valeur, que l'intérieur de ce qu'elle est a de la valeur, que l'extérieur de ce qu'elle est ne la définit pas mais a de la valeur aussi, qu'elle peut être, faire qui elle veut, ce qu'elle veut, que je la soutiendrai toujours, peu importe ses choix dans sa vie, et que je suis désolée de l'engueuler si elle me fait chier. Voilà. Non, c'est pas mal. Tu vois, quand elle écoutera cet épisode, peut-être dans 10 ans... Attends, moi j'ai peur qu'elle comprenne secret. Le jour où elle va comprendre secret, moi je vais être comme ça, genre « Salut, ça va? Tu veux qu'on parle ?» Elle sera contente. C'est chaud. Tout le monde serait flatté d'avoir une chanson qui nous est dédiée. Elle en a 2 déjà. Tu vois? 2 ans et demi, elle en a 2 2. ans, voilà, tout le monde ne peut pas en dire autant. Attends qu'elle ait 15 ans. Il y aura 3 albums. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. J'avais vu que, enfin en tout cas, certains médias disaient que peut-être t'allais faire le Conservatoire de Paris, après avoir fait La Famille Bélier notamment. Donc tu vois, plus explorer l'acting. Bon, après, c'était peut-être totalement des fantasmes de leur part. Mais... C'était totalement des fantasmes. Ok, parce que je me suis demandé du coup pourquoi tu ne l'avais pas fait. Et si j'ai eu envie de faire ça. J'ai dit ça un jour peut-être. Peut-être que tu l'as dit, hein. Mais du coup, voilà, est-ce que moi j'ai compris un peu là de notre conversation que ton plus grand amour c'était la musique et que voilà, mais donc je me suis demandé si le cinéma, est-ce que tu aspirais à continuer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu le vis par rapport à la musique où tu as peut-être ce don plus viscéral? Et puis que j'ai vachement plus bossé. Et que tu l'as vachement plus bossé, totalement. Alors, c'est pas parce que je fais pas le conservatoire que je bosse pas. Hein. J'ai une coach exceptionnelle qui s'appelle Catherine Chevalier, qui depuis après La Famille Bélier me suit sur tout ce que je fais. Clairement, non. Le conservatoire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et au moment où j'ai fait ça, au moment où je parle de ça, post-Famille Bélier, des premiers albums, tout ça... clairement, je suis sur autre chose que le conservatoire. S'il y a eu un moment où je l'ai dit parce que j'avais envie de le faire, bah, je suis désolée pour moi-même parce que je l'ai pas fait. Et est-ce que tu as à être désolée pour toi-même finalement? Parce que ça change vraiment quelque chose? Je dis ça seulement si j'ai eu envie. Ouais. C'est genre, s'il y a eu un moment dans ma vie et je m'en rappelle pas où j'ai eu vraiment envie de le faire, je suis désolée pour moi-même de pas l'avoir fait pour combler cette envie-là. En vrai, pour le reste, non, pas du tout, parce que je travaille énormément pour ça malgré tout. Est-ce que j'ai encore envie d'en faire? Bien sûr. Là, je viens de tourner un film qui était quasiment une révélation pour moi de Jean-Pierre Améris avec Michel Blanc, où c'était exceptionnel. Où, franchement, j'ai jamais vécu un film comme ça. C'était incroyable. Je vais pas vous le conseiller parce que je sais pas exactement ce que ça donne et tout, mais en tout cas, moi, ça a été une révélation. Encore plus que tout ce que j'ai pu faire avant, ça m'a donné encore plus envie de faire du cinéma et j'ai hâte qu'il puisse sortir pour pouvoir en parler parce que c'était génial. Mais c'était un moment... C'était un moment génial sur lequel Catherine m'a aussi accompagnée en amont, du coup, ma coach. Et puis, il y a d'autres petits trucs dans mes petits papiers, tu vois. Mais j'adore jouer. Moins que la musique, de façon évidente, parce que ça m'appartient. Et encore une fois, de toute façon, quand tu fais ce métier-là, il y a forcément un peu d'ego. Donc, tu vois, de toute façon, c'est égocentrique le fait de faire de la musique. Ou du cinéma? De la musique. Les deux, hein, mais quand même, je chante des chansons pour qu'il y ait des gens qui viennent me voir. Bah, c'est un peu égocentrique. C'est marrant, tu vois, moi je le vois presque plus dans le cinéma que dans la musique, parce que la musique, j'ai l'impression que les artistes en fait le font parce que presque ils n'ont pas d'autre choix, ça doit sortir d'eux mais il y a un truc égocentrique quand même, hein. Ouais. Si. Ouais, ok. Forcément, t'aimes bien être sous le feu des projecteurs, sinon tu le fais pas. En fait, je sais pas, en fait, la façon dont tu le dis, je sens un jugement, alors que pour moi ça va pas être jugé. Ah non, mais je le juge pas du tout, c'est un fait. C'est un fait, voilà. C'est un fait. Ok. Je le juge pas du tout, je suis ok. Positif. De toute façon, je suis humaine. Et genre, pour revenir sur le fait que je suis pas parfaite, ouais, bien sûr qu'il y a une partie de moi qui est égocentrique. C'est ok, c'est comme ça. Voilà, tu vois. Et c'est pas du tout un jugement, je suis complètement en phase avec ça. Et en vrai, je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Mais du coup, merci d'avoir ce côté-là aussi, parce que ça me permet de faire le métier que j'aime. C'est vrai. Tu vois, je me juge pas du tout là-dessus. Mais c'est vrai que le cinéma, pour moi, c'est autre chose. Et j'adore ça. Et je veux continuer à en faire. Mais effectivement, la musique, ça passera toujours avant. Comment tu choisis les projets que tu fais? Parce que voilà, t'as plein de champs des possibles. Avec le cœur. Voilà. Si ça me parle. Parfois, on m'a conseillé aussi, en mode genre, ah, ce serait bien que tu fasses ça. Et j'ai suivi.
Et sinon, mais ça, j'avoue, je le fais moins maintenant. Mais ouais. T'as déjà regretté un projet que t'as fait? Je sais pas regretter, je regrette rien. Mais il y a déjà des projets où j'ai moins été emballée quand je le faisais. De façon évidente. Ok. Mais pas de gros regrets je vais pas commencer à vivre avec des regrets à 26 ans, j'ai autre chose à faire. C'est vrai, t'as bien raison d'ailleurs, t'as bien raison. Mais on peut apprendre toujours en fait de... Et est-ce qu'il y aurait un échec alors plutôt? Ou quelque chose que t'as vécu comme un échec, où tu en as retiré un enseignement? Oui, il y en a plus d'un en vrai, des échecs dans ma vie. Ça peut être perso comme pro d'ailleurs. Ouais, j'essaye de choisir le bon échec, tu vois. Genre celui où je me dis, ok, énoncer un échec, c'est aussi genre montrer une fragilité. Et c'est pas hyper simple de savoir comment gérer cette fragilité-là, tu vois. Sache que c'est une question qui aide à chaque fois énormément de gens. Ouais, bien sûr. Parce que c'est justement, en fait, montrer que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Et qu'en fait, personne n'est parfait. Et qu'en fait, personne ne peut réussir tout ce qu'il entreprend. Sinon, il s'appellerait Jésus. C'est pas mon prénom, figure-toi. Eh bah merde. Putain, on s'est trompé de personne. On remballe. Stop. Non, ce que je vois comme un échec, pour le coup, c'est de pas... Et ça, c'est genre hyper difficile à vivre dans le sens où je me dis, ah putain, c'est quand même con, tu vois. C'est le fait d'avoir pas réussi à me sentir assez en confiance avec moi-même pour montrer qui j'étais au devant des médias pendant, je dirais, ces 8 dernières années, même si ça fait à peu près 2 ans que j'ai mal au cœur pour toi. J'espère que c'était juste un pain au chocolat qu'il n'a pas Oui, eu. c'est sûr. Ouais, c'est parce sûr. que moi, je pleurais comme ça quand j'ai pareil. un pain au choc. T'inquiète, hier, ma fille, elle a pleuré comme ça parce que mon amoureux, il avait oublié son doudou. Oh, mais pas le doudou d'Esmé, le doudou de mon amoureux, parce qu'elle a décidé... On a tous un doudou à la maison, j'espère qu'elle bien. a décidé. Et il a fait l'erreur de laisser son doudou dans la chambre d'Esmé à l'heure du coucher et de pas le prendre avec lui, tu vois. Elle a été très, très triste. C'est peut-être la seule chose que je garde précieusement de mon enfance. Il est actuellement dans mon lit, là, toujours, 25 ans après. C'est pas le sien, c'est celui qu'elle a décidé. Ouais, qu'elle a décidé. Mais bon, il devrait en prendre soin. Voilà, je rejoins Esmé. Je suis désolée, là, il l'a abandonné. C'était tellement mignon. Elle s'est mise à pleurer très, très fort. Et moi, je suis allée dans sa chambre et elle m'a dit « Papa, il a oublié son doudou !» Et moi, j'étais genre... Les émotions des enfants, c'est quand quand même... Mon cœur, il s'est arrêté. J'étais là, genre, c'est fascinant. la tristesse la plus mignonne qui existe au monde. Ouais. Donc, je l'ai pris sans rien après. Je lui ai dit « On va aller lui donner. » Tiens, et mon mec qui est rentré direct dans le jeu en mode genre « Mais oui, j'ai oublié mon doudou. Oh, merci de me l'avoir ramené. » Et moi, j'étais là, genre... Tu vois, c'est pour des moments comme ça que c'est génial d'avoir une famille aussi cool. Ouais. Enfin, pas pour les larmes, hein, parce que du coup, c'était pour la réconciliation, tu te doutes. Mais c'est pour l'amour qui voilà. C'est adorable quand même. Ouais. Comme puissant. elle sait qu'elle a du mal avec son doudou, à vivre sans son doudou, elle s'est dit, mais papa, il va jamais réussir à vivre sans son doudou. C'est fascinant, les enfants. J'aimerais bien recevoir peut-être un enfant une fois sur le podcast, juste parce que, tu vois, moi, quand j'étais enfant, je me disais tellement, il faut jamais que j'oublie ce que c'est d'être un enfant. J'ai l'enfant pour toi, t'inquiète. T'as l'enfant pour moi. Pas ma fille. Pas la tienne, ok. Mais j'ai carrément l'enfant pour toi. Ok, bah super, on organisera ça parce que, trop bien. En fait, il parle sans filtre. Tout est pur, tout est, tu vois, c'est waouh. Et je trouve qu'on perd trop ça quand on grandit, quoi. Et moi, j'estime vachement les enfants parce que je trouve qu'ils sont pas assez considérés sous prétexte qu'ils sont jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont coupé ça au montage de quelle époque. Mais Miss France, à un moment, ils lui disent, parce qu'elle a 18 ans, elle était sur le plateau aussi, ils lui disent ah mais bon, vous êtes un bébé, vous. Déjà, c'est vraiment dégradant de dire mais c'est ça à quelqu'un. dégradant, genre je m'insurge, mais arrêtez de la considérer comme elle a déjà 18 ans, en plus elle est clairement pas un bébé, tu vois. Imagine que dans la tête des gens, j'ai 16 ans depuis toujours. Ouais, j'avoue. J'ai eu un bébé, les gens ils étaient en mode genre oh, mais elle a 16 ans. Non, j'ai pas 16 ans. J'ai pas eu un bébé à 16 ans, les gars. Je suis et encore, enfin, je veux dire. Et si c'était ton choix ouais, et que tu étais ravie. Et que t'es capable de le faire, c'est ok. Si ça t'arrive et que tu dois faire avec, bah, c'est ok. Tu vois, genre, on n'est pas du tout en train de
dire que avoir un enfant à 16 ans, c'est pas possible. On sent quand même le biais médiatique que tu as de... Mais non, c'est pas un biais médiatique. En vrai, c'est juste que genre... Mais si, mais en fait, c'est vrai que toi, t'es tellement exposé que chaque phrase que tu prononces peut être détournée. Alors non, je fais pas ça pour ça. D'accord. Je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que depuis que je suis mère, et c'est hyper... Je suis trop contente de pouvoir le dire. Ah, c'est génial. Depuis que je suis mère, tout est un jugement. Partout. Tout est un jugement. Que tu décides de pas allaiter ou que tu décides d'allaiter ton enfant jusqu'à 5 ans. Oh là là, mais lâchez les gens en fait. Lâchez les gens. En fait, tout est légitime. Donc pour moi, c'est hyper important de le rappeler à chaque fois que je dis quelque chose qui est contradictoire pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi. Dans le sens où, en fait, lâchez la grappe des gens. Genre, pour moi, dans la vie, quelque chose te gêne, tourne la tête. T'as autre chose à faire. C'est pas tes histoires. Tu vois ? Donc pour moi, c'est hyper important. Parce que je me dis, imagine, t'as une gamine qui est enceinte, elle a 16 ans, elle est en train de nous écouter là. Là, il y a 2 secondes, elle aurait pu se dire, si j'avais pas rectifié, oh putain... Et d'ailleurs, elle le sent déjà. Parce que si moi, à 23 ans, j'ai senti que j'étais jeune pour être mère, parce que les gens me faisaient ressentir que j'étais jeune pour être mère, à 16 ans, j'imagine même pas, ok ? Donc, moi, je veux pas que cette fille, elle se sente comme ça. Cette fille-là, je veux qu'elle se sente, ok, c'est une épreuve dans ta vie, mais j'espère de tout mon cœur que ça va bien se passer. Et je suis quasiment sûre que tu vas y arriver. Tu vois ? Moi, j'ai envie que les gens ils se sentent comme ça. Et pour tout, en fait. Donc, quand je rectifie, enfin, pas quand je rectifie, mais quand je donne une nuance à tes propos, quoi. C'est pas pour décrédibiliser mes propos, c'est pour faire comprendre aux gens que ça, c'est moi, que moi, ça me regarde moi, et que ce que eux ressentent, c'est pas du tout illégitime. Et pour moi, c'est hyper important de... En fait, je me suis tellement sentie exclue dans ma vie que je veux pas exclure de gens. Voilà. Donc, quand je fais ça, c'est pas du tout un réflexe de média, parce que déjà, je te le dis, ça m'arrive que depuis cette année. Je fais ça que depuis cette année. Mais c'est parce que, en fait, je suis maman. Voilà, je suis maman. Et depuis que je suis maman, j'ai découvert aussi vachement par Instagram le monde des mamans. Et en fait, ça me casse les couilles. Ah ouais, voilà. Ça me donne vraiment pas envie. Genre, je me rends compte que vraiment, c'est tout le monde y va de son grain de sel, à sa façon d'éduquer. Et les gens qui critiquent la façon d'éduquer des autres. Et les gens sont obligés de se justifier sur la façon d'éduquer. Mais laissez les gens éduquer comme ils veulent. C'est pas ton enfant. Et puis, pour le reste, c'est pareil, c'est pas ta vie. Mais alors, j'ai remarqué que ce qui m'a fait avoir ce truc global de la vie, c'est vraiment le fait de devenir maman et d'être une maman sur Instagram. Tu vois, j'étais là genre... Waouh, comment est-ce que tu peux te prendre autant de merde dans la tête parce que t'as fait un choix personnel ? Pourtant, tu montres peu. Je montre pas. Bah ouais, tu montres pas. Donc, mais comment ça se fait que même comme ça, les gens regarde. À... Ah non, c'est parce que tu regardes. Alors déjà, il faut savoir qu'à chaque fois que je poste un truc où il y a mon mec et moi, c'est genre, mais elle est où ta fille ? Alors en général, elle est enfermée dans la cave. Tu sais, en général, merde, t'as grillé. Mais non, mais je te jure que c'est vrai. En général, elle est à côté, pas sur la photo. Voilà, parce que j'ai décidé de ne pas la montrer. Là, ça me fait rire parce qu'en ce moment, les gens, ils sont en mode genre escapade romantique au ski avec son amoureux. Frérot, j'ai passé mes matinées devant les piou-piou. Hyper romantique. Bah, faites gaffe à qu'elle soit pas oubliée à la neige parce que moi, ça m'est arrivé et j'ai été traumatisée. Mais tes parents t'ont oublié à la neige Alors, j'étais avec les piou-piou. Les piou-piou et ma propre sœur jumelle était dans ce cortège. Hein. Je tombe du tire-fesse, je pleure. Oh non. Et les piou-piou partent sans moi. Oh non. Je les vois partir. Oh non. Je me mets à les chercher dans la neige. Il y avait une tempête. J'arrête tous les adultes devant moi. C'est trop triste. Est-ce que vous avez vu les piou-piou ? Mais il y a aucun adulte qui t'a aidé ? Alors il y en a 2 qui m'ont dit non, qu'on continue à skier. Et la 3e s'est arrêtée et m'a dit on va les chercher. Et elle m'a aidé à chercher les piou-piou. Je retrouve les piou-piou, ma sœur qui n'avait même pas dit au moniteur que je n'étais plus là. Voilà. C'est génial, c'est hyper drôle. Non, là, c'était vachement encadré. Il y avait des grilles autour des... Enfin, pas des grilles, mais des filets autour de la zone des piou-piou. Elle pouvait pas partir, tout va bien. Mais je ferai attention pour les prochaines fois dans ma vie. Il faut faire gaffe. Mais non, c'est vrai que, tu vois, genre... J'avoue, moi, c'est ça mon truc. Genre, les gens, comme je montre pas à ma fille, les gens, ils sont en mode, mais elle est là ? Mais t'as une fille, mais... Tu la prends jamais avec toi, mais non, je vous la montre pas. Et si tu la montrais, ce serait qu'est-ce qu'elle montre, sa fille. Et en fait, moi, je juge pas les gens qui montrent leurs enfants, genre c'est cool, vous faites comme vous voulez. Et moi, je la montre pas parce que j'ai vraiment pas envie de le faire et parce que j'ai une notoriété qui est particulière et du coup, bah, j'ai juste pas envie qu'elle ait à vivre ça. Ouais. Tu vois, mais enfin, comme tu dis, je fais que suivre des comptes de mamans avec les photos de leurs enfants, tu vois. Genre, c'est hyper paradoxal, mais c'est ok, tu vois. Et est-ce que toi, parce que soyons honnêtes 2 minutes, ouais, est-ce que toi, t'arrives à ne pas juger
ce que tu vois justement dans la façon d'éduquer des autres mères. Complètement. C'est je suis qui en fait? Ouais. Non, alors je te jure, sur ma vie, et c'est pour ça que je le prône, vraiment. Je le prône au max. Je juge pas les gens. Je suis qui? Je suis pas dans leur vie. Je sais pas ce qu'ils vivent. Je sais pas ce qu'ils traversent ou ce qu'ils ont traversé. Je suis personne. Donc en fait, j'ai à juger personne. Tu vois? Pourquoi juger? Mais parce qu'en fait, je suis qui? En fait, c'est un réflexe tellement ancré dans notre société que je me dis peut-être, moi ça m'arrive pas vu que j'ai pas d'enfant, donc en fait je m'en rends vraiment pas compte quoi, mais j'ai peur peut-être un jour de me dire putain, je vais me retrouver à être la vieille mégère. Non, je crois pas. Qui est là en train de juger ce que les autres font, alors que voilà, c'est en effet tout le contraire de ce que j'encourage à faire. Donc non, mais en même temps, c'est ok. Enfin, genre, tu vois, par exemple, moi, je vais juger un vêtement que j'aime pas sur quelqu'un. J'avoue. J'avoue. Mais tu vas juger le vêtement, pas la personne. Non, par contre, je vais pas le dire. Je vais être en mode, ah putain, dans ma tête, je vais être en mode, ah, ça c'est moche. Ou alors, avec des copines avec qui je me sens très très bien, peut-être que je vais laisser échapper le commentaire, tu vois. Et c'est ok, c'est ok, tu peux aussi faire ça avec tes potes, c'est pas la fin du monde. Mais non, je vais pas juger l'éducation de quelqu'un. C'est pas la mienne, c'est pas ma famille et ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Genre, juste laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur famille. Alors, on s'entend dans ce qui est légal. On s'entend. Dans ce qui est légal. L'inceste, ça se dénonce, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui. C'est dans ce qui est légal et dans ce qui va être bon, et je parle de bon sens pour les enfants, tu vois. Après, on sait jamais ce qui... Enfin, je veux dire, ta vision de ce qui est bon, c'est pas forcément ma vision de ce qui est bon, etc., tu vois, donc c'est ok. Mais je parle de tout ce qui est légal, tu vois, ce qui est légal. On fait pas de mal à un enfant, point. Sous quelque forme que ce soit. Est-ce que toi, t'as eu peur, en apprenant que t'allais être mère, de pas y arriver? Parce que, de un, les gens n'arrêtaient pas de te dire... T'es jeune, elle est super jeune, etc. De deux, bon, c'est vrai que c'est relativement jeune et que peut-être tu peux toi-même avoir porté ce poids de dire est-ce que je suis prête? Non, c'est hyper voulu. Ouais, ok. Et de trois, j'allais dire, bah, c'est vrai que comme tu n'avais plus de maman, je pense que ça doit être quand même difficile de pas avoir un peu, tu vois, de retour d'expérience. Ouais, ça c'est chiant. Genre, j'adore que le mot que j'ai choisi, ce soit chiant. Genre. Ça, c'est chiant. Le fait de pas avoir pu me référer à ma mère, c'était chiant. Mais j'ai la chance incroyable d'avoir une belle-mère de ouf. Ouais. Et alors, je dis pas ça pour saucer mes beaux-parents ou quoi que ce soit. J'ai une belle famille incroyable. Je souhaite à tout le monde de rencontrer une belle famille comme ma belle famille. Parce que quand c'est la merde et que je sais pas quoi faire, et ben c'est la mère de mon mec que j'appelle. Et ça, c'est génial. Genre, il y a pas longtemps, j'ai eu une phase un peu où j'ai pas réussi à gérer mes émotions et j'ai crié sur Esmé. Ce qui n'est pas quelque chose qui me ressemble. J'ai donc pleuré par la suite. Et ensuite, j'ai appelé la mère de mon mec. Et elle m'a dit, mais en fait, tout le monde a déjà fait ça. Donc, c'est pas la fin du monde. Et tu vois, genre, elle m'a hyper rassurée en disant que, genre, une mère qui te dit qu'elle a jamais crié sur son enfant, c'est une mytho. Enfin, des trucs. Enfin, tu vois. Et encore, peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi, mais bon, voilà. Waouh, incroyable. Ça arrive. Ouais. Waouh, tu vois. Mais voilà, ça m'est arrivé. C'était pas un moment agréable, ni pour elle, ni pour moi. Je me suis excusée. Je lui ai fait comprendre ce que je vivais à ce moment-là, tu vois. Et... c'est la mère de mon mec que j'ai appelée, tu vois. Alors après, est-ce que j'ai eu peur d'être mère? Pendant la grossesse, pas tant. J'ai eu très très peur de la perdre, mais j'ai pas eu peur d'être mère. Aujourd'hui, est-ce que j'ai peur? Tous les jours. Peur pour elle? Peur de pas bien faire? Bon, les deux, hein. Franchement, les deux. Les deux. Et d'après ma psy de ce matin, c'est bon signe. Donc vas-y, oui, j'imagine. Du bois, ouais, j'imagine. Ça veut dire que t'en as quelque chose à foutre, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ouais, bien sûr. En vrai, j'ai peur tous les jours. J'ai peur qu'il lui arrive des choses tous les jours. J'ai peur. Tu sais, on voit toujours des trucs, même sur les réseaux. Mais bien sûr. Et tu dis, waouh, ça pourrait arriver à mon enfant. Mais non, mais pourquoi j'ai fait un enfant? Tu vois, ce truc-là. Et ensuite, tu vas dans sa chambre et tu dis, je sais pourquoi j'ai fait un enfant. Elle est quand même exceptionnelle. Et encore une fois, j'ai beaucoup de recul, n'est-ce pas? Ouais, j'ai peur tous les jours. Mais j'ai pas eu peur. En fait, quand je suis tombée enceinte, je voulais être enceinte. Ouais. Donc à partir de là... J'étais en mode, ok, ma vie, elle est faite pour que je puisse avoir un enfant maintenant. Mon mec était prêt. Mon mec, lui, il a jamais eu peur. C'était waouh. Vraiment. Mais tu sais, il y a un TikTok qui passe en ce moment. Je sais pas si tu vas passer la trend derrière chaque... c'est en anglais, mais en gros, c'est derrière chaque femme qui stresse. Et après, il montre le mec. Il y a un mec qui vit toujours tout de manière hyper chill.
Et je me dis, mais c'est C'est quelle ma injustice ça. C'est quelle injustice. ma vie. Je t'enverrai la traîne, il faut que vous la fassiez. Genre, c'est... Vraiment. Je me dis vraiment, mais ouais, moi aussi, le mec, il est super zen. Il se prend pas la tête, quoi, en fait. Genre, se prendre la tête, je sais pas pourquoi. Alors, tiens, voilà. Ça, c'est la beauté des enfants qu'on entend derrière. Mais se prendre la tête, j'ai l'impression que c'est un trait. Et je sais pas, du coup, c'est à chaque fois mon grand débat. Est-ce que c'est est-ce que c'est biologique? Est-ce que on nous a conditionnés à nous prendre la tête? Je pense plutôt pour cette option. Tu vois, toujours se soucier des autres, etc. Mais ouais, c'est pas fun. Ah bah c'est une évidence parce que c'est moi qui retrouve les chaussures quand on les a perdues, tu vois. Mais c'est drôle aussi, ça fait partie du jeu. Mais c'est cool parce que franchement, j'avoue, moi j'ai de la chance, je suis dans un couple qui est... je vais pas dire que j'ai pas de charge mentale, mais franchement très très peu, quoi. J'ai vraiment de la chance parce qu'il m'aide pas, il fait son taf, tu vois. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc il y a encore des choses qui sont hétéronormées parce qu'on a grandi comme ça et qu'on a évolué comme ça, tu vois. Mais par rapport à plein de couples que je peux voir d'extérieur, que je connais dans ma vie, hein, attention, je parle pas de gens que je connais pas sur les réseaux, bah je fais partie des gens qui ont de la chance, tu vois. Et c'est cool. Et est-ce que lui, il a déconstruit un peu ou c'est juste son éducation? Bon, c'est un peu des deux, franchement. Il y a une partie de déconstruit et il y a aussi une partie de il a une mère incroyable. Voilà, clairement, il a une. Franchement, je le reglisse. Il a une mère géniale. Ok. Il a une famille géniale dans laquelle je me suis sentie très très bien acceptée. Et voilà. Une compagne géniale, il faut le dire aussi. Je suis géniale. N'est-ce pas? Disons-le. Merci. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu progresses? En travaillant, tous les jours. Tous les jours. J'aime travailler de toute façon. Ça me nourrit, ça me fait grandir, ça m'apprend des choses. Ouais, en travaillant. En apprenant aussi beaucoup. Est-ce que tu te fixes des objectifs dans le travail? J'ai des vision boards. T'as des vision boards? Il y a quoi dans ton vision board de 2023? Dans mon vision board, qu'est-ce que je peux dire que j'assume? Parce qu'il y a des choses qui sont des rêves et que j'ai pas forcément envie de dévoiler, tu vois. Ok, je respecte. J'ai mis une photo de tournée, qui est pas du tout ma tournée, mais une esthétique qui me plaisait. Il y a une photo qui explique que j'aimerais moins utiliser mon téléphone. Il y a une photo qui montre de la piscine, parce que j'ai envie de faire plus de piscine cette année, parce que j'ai des problèmes de dos. Voilà, comme ça, les gens auront la réponse. Pourquoi je ne me tiens pas droite? J'ai des problèmes de dos. Passer plus de temps qualitatif avec mon mec. Il y a aussi passer plus de temps qualitatif avec ma fille, indépendamment du temps qualitatif qu'on passe en famille, tu vois. Il y a un gros panneau avec écrit psychothérapie. Ah ça, tu l'as honoré ce matin. Alors, on est en janvier, donc... On s'excite pas? On s'excite pas. Ok, mais je salue l'effort. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis une photo avec un clavier et un texte parce que j'ai envie d'écrire plus cette année. Et j'ai mis une photo d'une madame qui se réveille parce que j'ai envie que mes réveils soient plus... pas productifs parce que je suis pas en mode... That girl. Morning glory, that girl, tout ça. Pas du tout, mais j'ai envie de me sentir mieux quand je me réveille plutôt que genre je me réveille à mon téléphone et je regarde mon tel et j'aimerais bien... Voilà, alors après, je me mets pas de pression parce que c'est un vision board et c'est ce que j'aimerais atteindre dans l'année, tu vois. Ou au moins tester, parce que ça se trouve, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout pour toi, mais au moins... Mais c'est des trucs que j'ai envie de tester pour voilà, et il y a des trucs que j'espère que je vais réussir et que je serai fière à la fin de l'année de me dire ok. Et le truc clé des vision boards, c'est pas se dire à la fin du mois de janvier j'ai tout réussi, parce que c'est un vision board de 2023, pas de janvier, tu vois. Totalement. C'est des directions. Écoute, moi, si jamais je peux te conseiller en toute objectivité quelque chose qui a changé mes matinées, c'est d'écouter des podcasts. Ok. Parce que du coup, tu te réveilles et genre tu commences à réfléchir sur les choses qui t'intéressent pendant que je prépare le petit-déj, plutôt que tu vois juste répondre à des messages. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'écouter la musique quand je me réveille. J'avoue, t'es une artiste. Je t'avoue, j'ai tellement besoin d'écouter de la musique. Ouais. C'est peut-être le truc qui fait que j'écoute moins de podcasts dans ma vie. J'en écoute parfois, mais tu vois, ça va être genre un truc par... Je veux pas dire par semaine, ce serait mytho, mais genre une fois toutes les 2-3 semaines. D'accord. Alors que de la musique, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique. J'ai besoin de commencer en écoutant de la musique. Je suis dans ma douche, j'écoute de la musique. Je me prépare, j'écoute de la musique. Je vais dans un taxi, j'écoute de la musique. Si je suis sur mon vélo, j'écoute de la musique. Pas avec un casque, c'est interdit. Mais genre, je mets mon téléphone dans la rue. Et au feu rouge, les gens se foutent de ma gueule, c'est génial. Voilà, tu vois, j'écoute de la musique tout le temps. Je suis venue,
J'écoutais de la musique. Bon, bah, moi, Tu vois. tu remplaces le mot musique par podcast et t'as ma réalité. Donc, on a bien choisi nos métiers. Finalement, on s'est crois pas trop qu'on mal est bien, démerdé. Mais par contre, tu sais quoi, je vais essayer d'écouter genre un matin sur deux un podcast parce que j'arriverai jamais à faire ça tous les jours. Ouais, voilà. Et J'aime en la fait, musique. tu verras si t'y prends goût. Pareil, te force pas, mais si t'y prends goût, moi, franchement, j'avoue que ça m'a changé la vie au sens propre. Je comprends. Mais back to you. Si tu avais une ressource à nous recommander, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une musique. Exceptionnellement pour toi, je fais une exception. Merci, Il y c'est avoir une gentil. musique, tu vois. Et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Est-ce que je peux dire Taylor Swift? Oui, t'as le droit. Toute la discographie de Taylor Swift confondue. Ok. Voilà, vraiment. Je rigole pas. Et j'invite les gens à pas l'écouter juste en écoutant, mais à vraiment, pour ceux qui comprennent l'anglais, lire les paroles. Pour ceux qui comprennent pas, aller sur des sites de traduction fiables, j'espère. Genre Genius, ils sont très forts pour les traductions, par exemple. Pour vraiment découvrir la façon dont elle écrit, parce que ça fait du bien au cœur. Ok. Voilà. Génial. Merci pour cette recommandation. Merci. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait? Vanessa Paradis. Ok. Appelle-la. Paris relevé. Franchement, ce serait trop cool. Ouais. Elle aurait en effet beaucoup de choses à dire, je pense. Mhm. Et elle a marqué quand même toute une génération. Donc, ok. Je demande parfois aux invités ce qu'ils se diraient à 20 ans. Mais de 1, toi, c'est il y a pas si longtemps. Et de 2, je crois qu'on l'a déjà dit. Donc, je vais te demander ce que tu diras à Louane à 36 ans. Dans 10 ans? Ouais. Waouh! J'espère que tu auras accompli ton vision board 2023 et 2024 et 2025 et jusqu'à tes 36 ans. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Et surtout, j'espère que tu te sentiras bien, que tu te sentiras mieux, que tu seras bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien dans ta tête, que tes séances de psy tous les lundis matins, ça t'aura vachement aidé. Qu'il y aura toujours autant d'amour dans ta famille et que tu mettras toujours un point d'honneur à prendre soin d'Esmé. Mais ça, en vrai, j'en suis un peu sûre. C'est viscéral. En vrai, je te souhaite d'avoir tout ce que t'as maintenant et te rendre compte, comme aujourd'hui, de la valeur de tout ce que t'as et d'à quel point t'as de la chance d'avoir ce que t'as. Et d'être toujours aussi reconnaissante d'avoir la vie que t'as. Et deviens pas une conne, s'il te plaît. Merci. Trop bien. Écoute, je vais pouvoir te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Avoir des couilles. Avoir des ovaires. J'adore, c'est la réponse la plus directe que l'on ait eue à présent et nous avons fait 250 épisodes donc c'est peu dire. Ça s'appelle être hyperactive. J'adore. Avoir des ovaires, trop bien. Est-ce que tu veux développer? Ou Ouais, bien tout est sûr, dit? je peux carrément développer si tu veux. C'est genre être capable de prendre le pouvoir, c'est avoir assez de confiance en soi pour agir, avoir du courage. Et je pense que avoir des ovaires, ça résume bien la chose, bien, hein. tu vois. Ouais. Mais dans le sens où c'est genre c'est être capable et à la fois accepter le fait de pas toujours être capable, tu vois. Genre le courage. Courage. Ce dur équilibre entre viser plus haut et savoir accepter ce qu'on a et ne pas forcément forcer le destin, quoi. Parce que des fois, tu sais pas faire quelque chose et c'est la life. Ouais, ça, je sais, tu vois, ça me touche parce que je sais pas danser. Et je vois que je saurais jamais danser. J'aurais beau avoir pris tous les cours de danse de la Terre, ça n'avance pas. Vision Board 2023. Non, je sais pas danser. 2023. Vas-y, viens, Mais oui. On laisse tomber. Oui, c'est sûr. Et on accepte le fait que, de toute façon, Vision je pense Board que t'es 2023 accepte que tu sais pas pas danser. danser et que t'es déjà tellement bonne pour chanter que ça suffit. Genre, Merci. je pense qu'il faut en laisser Mais c'est aux frustrant autres. parce que t'as envie des fois de danser. Bah, surtout Et avec moi, je me TikTok, sens hein. trop mal à Ouais, l'aise dans ouais. ma peau pour. Enfin, d'ailleurs, putain, j'ai dansé 2 ou 3 fois sur TikTok. J'étais là, genre. Mais c'est dur hein, parce que, Ouais, est-ce que je enfin, fais ça moi je trouve ça trop bien parce que ça permet de mettre la lumière sur les danseurs qui étaient franchement un peu oubliés De ouf. tu vois, Des tous les- réseaux tous- en tous les général. artistes de manière générale. Mais bon, ça crée aussi, je pense, des complexes comme à chaque fois qu'on met quelqu'un en lumière, quoi. Quand toi, tu fais pas partie de ceux. Bon, il s'avère que j'adore danser, donc tu vois, ça va, mais pour le chant, ça peut me le faire de temps en temps. Voilà, ce n'est pas ma compétence première. Mais alors, tu vois, encore une fois, et alors vraiment, c'est du foutage de gueule que je dis ça juste après le fait que je viens de dire que j'étais mal à l'aise de danser parce que je pensais que je savais pas danser. Donc je vais me contredire de façon évidente. Voilà. On s'en fout que tu saches bien chanter ou pas. Ah oui. C'est trop bien de chanter. Mais franchement, j'avoue, je l'accepte totalement. Et avec ma sœur, big up Camille, parce que je sais qu'elle nous écoute pour le coup. Salut Camille. D'ailleurs, parfois, elle sait que... Alors, même si j'adore le fait qu'on chante à tue-tête sur n'importe quelle chanson, etc., parfois, elle est tellement emballée qu'en fait, elle va couvrir le son de la musique.
Je suis obligée de lui dire Camille, on n'entend plus. Genre, Mais plus de son. Laisse-moi écouter. Non, laisse-la hurler, mais plus de son. Ouais, t'as raison. Mais je sens qu'on est en train de repartir sur un autre épisode. Donc, je te réinviterai, Louane, promis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tu vois. Psy, puis Louise, ça peut Vraiment. être pas mal. C'est une double thérapie. Et puis, Figure-toi que ça me va. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Insta, hein. Insta et TikTok. Watch out for the tornado. J'adore. Voilà. Et puis ton dernier album, Sentiment. Exactement. Que je mettrai aussi dans la barre de description du podcast. Merci. Et puis j'espère à très bientôt. À lundi bientôt. prochain. Bisous. Salut.